Merci à tous les deux de votre présence. Grand merci. Puis ma première question, ce sera quelle est la plus grande surprise que vous avez, qui vous a le plus étonné finalement dans ce qu'a découvert New Horizons. Alors, Francis Rocard, qui êtes-vous d'abord et avant toute chose? Et ensuite, on va demander la même chose à François Forget. Qui je suis? Donc moi, je suis au Centre national d'études spatiales et je m'occupe des programmes d'exploration du système solaire, donc de tout ce qui tourne autour du Soleil, sauf le Soleil lui-même. Il se trouve que c'est pas dans ma juridiction, on va dire. Bonjour à tous, donc moi je suis chercheur au CNRS et ma spécialité c'est d'étudier donc les planètes du système solaire et au-delà, et en particulier je m'intéresse tout spécialement aux atmosphères et aux glaciers dans le système solaire, via plein de missions, et notamment je suis membre de l'équipe New Horizons, et donc j'ai pu participer à cette chouette aventure. Francis Rocard, ce qui vous a le plus étonné là, avec New Horizons? Oui, je précise tout de suite qu'il y a 4 Français, je crois, membres de l'équipe New Horizons. Qu'est-ce qui m'a étonné le plus? Une grande diversité, des zones extrêmement lisses. Vous savez que dès qu'une surface est le seul moyen qu'on a de dater une surface, c'est de compter le nombre de cratères, et puisque les cratères s'accumulent avec le temps, et si la surface n'est pas resurfacée, c'est pas très joli à dire, mais eh bien c'est comme ça qu'on arrive à avoir les Callisto étant par exemple satellite de Jupiter, l'une des surfaces les plus anciennes qu'on connaisse, et dans le cas de Pluton, très cratérisé alors. Callisto, oui, extrêmement cratérisé. Donc sur cette image, une image en couleur un peu renforcée, Retravaillée, ouais. Oui, pour mieux voir les différences de teinte. Donc ce fameux Scutic Planum, qui est une zone totalement dépourvue de cratères. Et ça, c'est très étonnant. C'est ce qu'on voit là, c'est cette masse blanche voilà. Au milieu. Et donc, il s'est passé quelque chose, c'est évident, puisque après on reviendra sur les bombardements, parce que c'est pas si simple que ça dans le cas de ce qui se passe au-delà de Neptune, mais manifestement, vu qu'il y a des cratères un peu partout ailleurs, et pas là, eh bien, il s'est passé des choses, et relativement récemment, même si je crois qu'on n'est pas capable de mettre une date dans tout ça. D'accord, donc c'est ça qui vous étonne, le fait d'avoir des surfaces qui ne soient pas cratérisées, qui soient jeunes finalement, ça témoigne donc d'une certaine activité de ce corps, François Forget. Oui, donc est-ce que je réponds à la question? Allez-y, d'abord votre plus grande surprise. Alors, ma plus grande surprise, alors moi j'avais un point de vue un petit peu différent, ça fait des années que je travaille sur Pluton, donc on avait imaginé des choses et on savait déjà des choses. Et la grande surprise, c'est que Pluton a été encore plus riche que ce qu'on pensait, et tout particulièrement, si je suis précis, on savait qu'il y avait sur Pluton des glaces d'azote, des glaces de CO, de monoxyde de carbone, et des glaces de méthane. On savait qu'il y avait beaucoup de glaces d'azote. On imaginait qu'il y aurait un cycle saisonnier, donc moi j'avais personnellement modélisé ça, exploré ça. Et la grande surprise, c'était qu'il y en a tellement que ça forme des calottes polaires et des glaciers, et donc des paysages qui sont sculptés par les glaciers, comme en Antarctique, comme au Groenland, un peu comme dans les Alpes. Et ça fait que ça fait des paysages magnifiques, et comme moi j'aime les montagnes, j'aime les régions polaires sur Terre, j'étais enchanté. Pour donner le meilleur exemple de ce que je viens de dire, qu'est-ce qu'on voit là? On voit donc une vue rasante de Pluton. Il y a beaucoup de choses à dire sur cette image, on y reviendra, mais on voit à droite de l'image, on voit le bord de ce glacier qu'on appelle Scutic Planum, qui a été nommé informellement Scutic Planum. Dont parlait Francis Rocard à l'instant. Exactement, et ça c'est un glacier de glace essentiellement d'azote. Et alors évidemment, sur Terre, on n'a pas de glace d'azote parce qu'il fait beaucoup trop chaud, mais là cette glace a environ 38-40 Kelvin, donc ça fait moins 235 degrés, et donc on a bien de l'azote en équilibre avec l'atmosphère. Et ce que l'on ne voit pas trop, c'est que en fait vous avez des glaciers qui coulent des différentes montagnes autour, et on voit sur le bord des reliefs très marqués. Alors à gauche, les reliefs très marqués. Des reliefs très marqués, donc ce sont des montagnes escarpées avec des falaises. Et pourquoi sont-elles comme ça? Tout indique qu'elles ont été en fait sculptées par l'écoulement des glaciers, exactement comme sur Terre. Et donc d'ailleurs, si vous allez à l'image terrestre qui est en face, on voit ce qu'on appelle des nunatak. On voit que c'est bien connu dans les Alpes, mais c'est encore plus marqué au Groenland, que l'écoulement des glaciers autour des montagnes sculpte des falaises et fait des reliefs très escarpés. Et sur Terre comme sur Pluton, ce sont des montagnes qui atteignent jusqu'à 3 à 4 000 mètres de haut, donc des immenses falaises
grâce à cet écoulement de glace. Et donc, c'est magnifique. C'est magnifique, absolument. Alors là, ce qu'on voit sur mais Terre... est-ce que- Allez-y, Francis Rocard. Est-ce que pour autant on peut dire que ce sont les glaciers qui ont fabriqué les montagnes? Je ne crois pas. Donc, le problème de l'origine des montagnes est une énigme. Puisque pour faire des montagnes, il faut de la tectonique des plaques, il faut que ça pousse. Est-ce que ce sont les glaciers qui ont fabriqué les montagnes? Alors, mon point de vue, c'est que on a eu effectivement, on voit que si on regarde cette fois-ci, plus facile, là, on va à la page 1, Alors, on retrouve, la première page. on retrouve notre belle image que Francis Rocard avait commentée il y a quelques instants. Donc, Donc c'est écrite Pluton en bas à droite. Si on va sur la partie gauche de l'image, on voit les terrains anciens que Francis a mentionné tout à l'heure. Avec des cratères. Ils sont assez marqués par des cratères et en fait, lorsqu'on regarde attentivement, je vous invite à aller voir cette image sur internet, elle existe à extrêmement haute résolution et c'est absolument fascinant de se promener. On peut vraiment se promener littéralement sur Pluton grâce à cette image qui existe en version 250 mégas, donc Wow. vous pouvez y aller dessus. Et donc on voit quand même qu'il y a pas mal de reliefs et quand on date ces reliefs-là, on voit que ce sont des reliefs probablement assez anciens. C'est-à-dire qu'il y a eu effectivement une activité géologique, donc on pourrait même dire tectonique, au sens où il y a eu des compressions, des failles, des choses comme ça. La Mais tectonique, ça signifie que la surface s'est déformée. Hein. Exactement, c'est pas, on a vite fait de faire l'abus de langage, de dire tectonique des plaques, donc d'imaginer des continents, comme sur Terre. C'est pas pareil, là c'est juste de la géologie active. Et on voit qu'au bord du glacier, le relief est tout particulier. Et pour moi, mon interprétation, mais c'est juste une interprétation que certains ont dans l'équipe, mais bon, il y a des débats, c'est que en fait, ce que l'on voit au bord du glacier, c'est... Ce que vous appelez le glacier, c'est cette partie partie très blanche, blanche, ce ouais, qu'on appelle tout à fait. Sputnik. Eh bien, tout ce relief qu'on voit autour du glacier qui est un peu particulier, si vous feuilletez, vous verrez des images, des zooms là-dessus. On voit bien que le relief autour du glacier, par exemple, si vous trouvez une image qui est intitulée « Les montagnes au bord du glacier Sputnik Tanum », on voit que là, les montagnes ont subi en plus une érosion, un processus plus récent, tout à fait, c'est moins cratérisé. Et à mon avis, ce processus-là, qui est le plus marquant, qui crée ces montagnes très escarpées et qu'on retrouve qu'autour du glacier, mon sentiment, c'est que c'est lié à l'activité glaciaire. Mais le tout partant d'un relief plus ancien, lié à une tectonique, une activité géologique, il y a plusieurs milliards d'années. Voilà mon interprétation, mais on peut en débattre. Oui. Alors, débat scientifique, Francis Rocard. Bon, tu as probablement raison, mais ça ne suffit pas. C'est-à-dire que, tu l'as pas encore dit, mais d'abord ces montagnes, c'est de la glace d'eau. C'est de la glace qui est plus dure que des roches, alors que justement la glace d'azote est plutôt fluide, puisqu'elle coule en glacier. Et pour que les glaciers mous poussent une montagne dure, il faut qu'à un moment ça soit ramolli en dessous. Donc ça pose le problème un peu de l'origine de la chaleur qui a permis à ces montagnes de se créer. Parce que, enfin, sauf si tu dis que les glaciers ont poussé les montagnes, c'est ça que tu dis? Je suis pas sûr que c'est ce que disent Monsieur Le Pierre de New Horizon. Mais pour l'instant, ils disent on ne comprend pas. Et personne ne comprend. Mais est-ce que des glaciers d'azote peuvent pousser des montagnes de glace d'eau? C'est ça la question. Et je pense qu'il faut que quelque part ce soit un peu ramolli. D'où la question de la source de chaleur, qui est une énigme. Parce qu'on sait que dans les corps planétaires, il y a eu de la chaleur au début, notamment avec les éléments, des éléments radioactifs de longue période, partout, tous. Donc un cœur chaud, Avec uranium, thorium, plomb, il y a 4,5 milliards d'années. ou 4,5 milliards d'années, ouais. tout ça s'est mis gentiment à décroître. Donc il y a eu une source de chaleur interne Ouais. dans tous les corps, mais alors il y a des gens qui disent qu'il y en a eu plus sur Pluton, dans Pluton. On n'en sait rien. Parce qu'il faudrait pour vous de la chaleur pour fabriquer les montagnes finalement. C'est un petit peu tout le débat en ce moment. Voilà, c'est ça. C'est quelle est la source de chaleur, sachant que dans d'autres corps comme Io, premier satellite galiléen de Jupiter, on sait que la source de chaleur c'est un effet de marée avec Jupiter. Là ça marche pas. Ouais. Là, il y a L'effet pas de marée, d'effet c'est pas moi qui le dis, hein, mais tout le monde le dit. L'effet de marée ne fonctionne pas. Donc quelle est la source de chaleur qui a permis finalement à Pluton d'avoir une... on peut penser que les glaciers ont coulé même à 35 Kelvin, ça je veux bien le penser. Je ne peux pas imaginer que ces mêmes glaciers ont poussé les roches de glace d'eau, c'est ça que je dis.
Donc, d'un tout de suite dans le côté. débat. Ah oui, non, mais il est important ce débat, parce que c'est un vrai mystère, hein, quand même. Là, Oui, ça, c'est un vrai mystère. Que vous posez, Francis Rocard, c'est-à-dire finalement, on voit des montagnes, on aurait pu imaginer une surface assez lisse, un monde complètement froid, qui n'a pas bougé depuis des milliards d'années, et on s'aperçoit que c'est pas le cas, il se passe des choses, ça coule, ça bouge, ça flotte, c'est très curieux ça. Et donc Francis Rocard dit, il faut un moteur chaud, et vous dites, il y a un moteur chaud ou il n'y a pas de moteur chaud? Alors, mon sentiment, c'est qu'effectivement, quand on a eu les premières images au mois de juillet, on a été tous très interloqués par ces montagnes. Et en particulier, on avait l'impression que les montagnes sur toute la surface, celles que l'on voit sur cette première photo, semblaient récentes. C'est-à-dire que bien sûr, la zone blanche est complètement récente. Donc là, on revient à la première photo, Voilà. hein, et vous parlez des montagnes, celles qu'on voit dans la zone Et le reste, rouge. Hein. exactement. Et le reste des montagnes semblait relativement récent aussi géologiquement. Alors depuis, on a fait un inventaire des cratères et on se rend compte quand même que ces surfaces-là sont finalement assez anciennes. Elles datent de plus de 3 voire 4 milliards d'années. Donc c'est Donc une ce sont surface... des montagnes anciennes qui se sont créées il y a un bon petit bout de temps, quelques milliards d'années quand même. Ouais, tout à fait. Donc dans la jeunesse de la planète. C'est-à-dire une époque où effectivement, comme Francis le mentionnait, on pouvait imaginer qu'il y avait eu quand même on avait une source de chaleur interne plus importante. C'est comme pour toutes les planètes, elles viennent de la création initiale. Quand ça se forme, c'est chaud, puis il y a des éléments radioactifs qui chauffent un petit peu. Et alors ensuite, il faut bien voir que c'est un endroit assez exotique, comme pour de nombreux corps autour du système solaire, c'est que ce sont des corps qui ont été créés à basse température, et on sait, en calculant la densité de Pluton, que elle est composée de roches comme la Terre, mais avec énormément de glace d'eau. On peut estimer qu'autour d'un corps de silicate, de cailloux, de 900 000 km, on a au-dessus une croûte de glace, un manteau de glace d'eau qui fait 200-300 km. Là, c'est si on fait une coupe de Pluton. Voilà. Alors là, ça change la perspective. Il faut bien imaginer qu'on a donc cette espèce de manteau de glace d'eau, et la glace, donc à cette température-là, ça se comporte comme du caillou, mais quand ça fond et que ça fait de la lave, ça fait de la glace d'eau, ça fait de l'eau liquide, je veux dire. Donc la grande spéculation actuelle, c'est de savoir si on a eu dans un passé, ou même encore maintenant, en dessous d'une croûte évidemment glacée, extrêmement froide, un océan ou des nappes d'eau liquide qui ont pu être présentes autrefois, profondément. Et bien sûr, ça permet une activité géologique assez importante. Et toute l'analyse de la géologie de Pluton, telle que fait l'équipe New Horizons, est très liée à cette idée qu'il y a eu un océan ou pas, et donc ça oriente beaucoup l'analyse des failles, des montagnes que l'on peut voir un peu partout. C'est est-ce qu'on a besoin d'un océan ou pas, mais c'est assez exotique par rapport Donc le mystère que tu mentionnais est un petit peu moins fort que tel qu'on en discutait cet été, à cause de la datation des surfaces qui paraissent finalement assez anciennes. Donc on se retrouve avec plein de montagnes, mais des montagnes qui se sont formées dans la toute jeunesse de Pluton, donc à la limite on s'en sort si on réfléchit là-dessus. Enfin, il n'empêche que des montagnes de glace d'eau de 2000 mètres. 2000 mètres de haut, oui. Oui. Il y en a même de 5000. Il y en a même de 5000, dit Allez, va, 5000. François Forget. Mais c'est rarissime dans le système solaire. C'est pas quelque chose de courant. C'est très très rare. Bon, on va quitter un petit peu la science, c'est pour savoir un peu comment vous avez vécu, ressenti. Où est-ce que vous étiez le 14 juillet 2015 et comment est-ce que vous avez vécu ces premières images Je l'ai vécu de deux manières. La première, c'est un peu de frustration. Pourquoi ? Parce que à la réunion juste avant, la réunion d'équipe qu'il y a eu juste avant le survol, Alan Stern, qui est le responsable de la mission, très charismatique, est venu me voir très gentiment. Il m'a dit François, on a un problème. Tu pourras pas venir pour le survol. Pas d'autorisation. C'était quand ça? La réunion ou le survol? Le Ah, survol était donc le 14 juillet combien de jours 2015. avant? C'était au mois de mai. D'accord. Et donc c'est dommage parce qu'effectivement c'était je pense un moment extraordinaire d'être présent pour ce survol. Ouais. Donc j'ai pas pu y aller. Il y avait différents problèmes techniques. Il n'y avait pas d'Européens. Il y en avait un seul Européen dans l'équipe qui s'appelle Brian May. Qui connaît Brian May?
Brian May, c'est le guitariste de Queen. Ouais. Et qui, après avoir été rockstar toute sa vie, a découvert que ce qui était le plus cool, c'est de faire de l'astrophysique. Donc il a terminé sa thèse d'astrophysique, elle avait commencé quand il était jeune. Et après, il a un petit peu rejoint avec New Horizons, il aime beaucoup les imageries stéréo, enfin c'est assez marrant. Il n'est pas tout jeune, hein, je vais vous dire, mais en tout cas, lui, il a eu le droit en tant que... C'est le seul Européen au survol. On sent comme une pointe de jalousie. Je sais pas, Donc finalement, le 14 juillet, quand même, il y a quelque chose de formidable. Il y a eu toute une équipe, des gens de l'Association française d'astronomie, etc., je crois, qui ont organisé avec la Villette un événement qui était à la Villette, on était avec Francis, et on a pu découvrir quelques premières images, et c'était assez chouette, comme toujours pour ces missions spatiales, de pouvoir commenter, raconter un petit peu cette aventure-là. Alors vous étiez à la Cité des Sciences. Oui, voilà, comme on le fait dans pas mal d'événements planétaires. C'est Gilles Davidovitch, pour ne pas le nommer, qui est un peu moteur dans tout ça, de la SAF, Société Astronomique de France, et qui a le contact avec avec la Villette. Et donc on a organisé un événement en temps réel. Tu étais là, et moi aussi, et on a vécu cet événement avec les premières images obtenues pratiquement on s'est calé au moment des premières images. Il y avait quand même un petit peu d'émotion dans toute cette aventure parce que vous avez donc, la sonde a été lancée maintenant il y a 10 ans à peu près exactement, et elle devait survoler à très très grande vitesse, à 13 km par seconde, le monde de Pluton. Donc 13 km à la seconde, hein, c'est l'objet le plus rapide envoyé par l'homme, je crois. Alors au moment où il est parti de la Terre, c'était le plus rapide, mais il n'a pas autant bénéficié que les sondes Voyager, pour ceux qui connaissent. Les sondes Voyager ont été de Jupiter à Saturne, Voyager 2 à Uranus et Neptune, et donc à chaque fois ça les a accélérés. New Horizons a utilisé cette méthode d'accélération gravitationnelle uniquement sur Jupiter, ce qui fait qu'il ne va pas plus vite que Voyager 1. Mais c'est pas grave. Ça reste un objet très rapide. En gros, il fait 1 million de kilomètres par jour. Donc, ça, d'accord. Ouais. Ce qui fait que un jour, donc il a fait ce survol le 14 juillet, un jour avant il était à 1 million de kilomètres, donc on était loin. Et alors ce qui était extraordinaire, c'est qu'on passait tellement vite que la sonde avait été programmée pour ne rien faire d'autre que photographier le système de Pluton, qui est compliqué, on y reviendra, il n'y a pas que Pluton, il y a les lunes, il y a une grosse lune qui s'appelle Charon, il fallait faire toutes ces mesures très rapidement, regarder le soleil se coucher avec les spectromètres, etc. Donc plein d'expériences à faire très très rapidement en quelques heures. Et donc on est parti pendant 9 ans, ça faisait 9 ans qu'on voyageait, et tout se joue en quelques heures. Exactement, et alors surtout, ce qui s'est passé, c'est que comme il n'y avait pas le temps de communiquer avec la Terre, pendant 24 heures, la sonde n'a absolument pas communiqué. Elle était programmée, elle faisait son boulot et tout le monde attendait de savoir si elle allait survivre. Et il y avait un peu de suspense. Survivre pour 2 raisons. La première, c'est que malheureusement, quelques jours avant le survol, elle a fait une panne, ce qu'elle n'avait jamais fait. C'est une sonde extraordinaire qui n'était jamais tombée en panne. Elle est tombée en panne 10 jours avant. Une petite panne. Parce qu'elle était en test. Oui, mais ça fait 5 ans qu'elle est en test. Non, mais elle faisait un dry run, comme on dit. Oui, non, c'est pas tout à fait ça. Elle est tombée en panne. Parce qu'il y a un conflit de... Enfin, je pourrais venir si vraiment ça vous passionne. C'est assez technique. Mais heureusement, la panne a été trouvée très vite. Heureusement, parce que c'est très difficile de réparer New Horizons. Elle était à 4h30 lumière. Donc, si on envoie une commande pour essayer de débugger, c'est un problème informatique. Et qu'est-ce qui est écrit là? Il fallait 4h30 pour que la commande arrive, et puis 9h aller-retour, c'était impossible. 4h30 pour avoir la réponse de la sonde. 4h30 pour qu'elle y arrive, et 4h30 pour qu'elle revienne. C'était pas possible de la réparer. Ça, c'était la première raison. La deuxième raison, surtout, c'est qu'elle passait à très grande vitesse au milieu de ce système qui est très riche, avec les planètes, les lunes, etc. On pouvait imaginer qu'il y ait des poussières dans ce système, et on avait même énormément étudié ce problème-là. Donc il y avait une petite probabilité pour que New Horizons percute une poussière, un petit corps, en passant entre Pluton et Charon. Elle est passée vraiment au cœur du système. Charon, c'est l'énorme lune qui est... elle fait la moitié de Pluton. La moitié de Pluton, c'est gigant. Comparé à Pluton, ça fait 1000 km un peu plus de 1000 km de diamètre. Et donc il y avait ce suspense-là, ce qui fait que il y a eu un grand nombre d'émotions qu'on n'a pas vécues pour le coup à la Villette, mais qui était là juste le matin auparavant. C'est qu'après plus de 24 heures d'opération, elle s'est tournée vers la Terre et a envoyé un signal et a dit c'est bon, tout est ok. Et le premier signal, c'est d'ailleurs le contenu d'informations dans la mémoire.
Et les mémoires étaient pleines. Et donc là, c'était super. Là, c'était le moment émouvant et tout le monde était très très heureux. Mais c'est vrai que c'est un survol, c'est-à-dire que dans l'exploration planétaire, c'est ce qu'il y a de plus simple. Et oui, mise en orbite, c'est plus compliqué, l'atterrissage, c'est encore plus compliqué, etc. Néanmoins, là, on avait un survol extrêmement complexe qui se jouait en la partie proche, c'est-à-dire que l'orbite des lunes était franchie en 4 heures à peu près. Tout se jouait très rapidement, il y avait des mesures avant, des mesures après, mais en gros l'important c'était ça a duré quelques heures. On entrait dans le système lunaire pendant quelques heures, c'est ça? Il se trouve que on est quasiment perpendiculaire. Si vous prenez le diamètre de l'orbite de la Lune la plus éloignée, dont j'ai oublié le nom, ça se franchit en 4 heures. Et tout est automatique. Et d'ailleurs je me suis posé une question, est-ce qu'il y a un asservissement de la sonde sur la cible, ou est-ce que tout est programmé en aveugle? Tu connais la réponse? Oui, c'est tout programmé en aveugle. C'est tout programmé en aveugle. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se tromper. C'est-à-dire que la sonde sait ce qu'elle doit faire, mais elle n'est pas assurée qu'elle est en train de photographier quelque chose. Elle ne sait pas ce qu'elle fait. C'est-à-dire que quand elle vise Nix, est-ce que Nix est dans le champ? Nix, c'est l'une des lunes. Voilà, donc il ne faut pas se tromper. Et j'ai lu un article très intéressant dans un journal que je ne connais pas d'ailleurs. C'est la personne qui fait les calculs. Et cette personne est très contente parce que tout s'est très bien passé. Et elle précise à la fin que le survol a eu lieu à 88 secondes près et à 45 km d'altitude par rapport au point le plus proche de Pluton. C'est-à-dire que le survol a été excellent. On n'est pas passé à 45 km au-dessus de Pluton. Non, 45 près des 12 000 qui étaient prévus. 11 000 km prévus, voilà, c'est ça. Et ça veut dire qu'il fallait une précision incroyable. Ouais. Pourquoi? Surtout pour ce qui intéresse François, c'est-à-dire les aspects occultation. Il fallait passer derrière le Soleil, derrière Pluton, mais aussi passer derrière Charon pour mesurer la pression de l'atmosphère. À un moment très précis. Surtout passer bien derrière, c'est ça. Pour faire les mesures. Ouais. Et faire la mesure au moment où on est exactement derrière, avec Alice qui est spectre UV. Donc tout ça était d'une précision incroyable, et à ma connaissance, tout s'est parfaitement bien passé. Parce qu'on aurait pu ne rien avoir. Il suffisait que Pluton se décale de 5 degrés, et il faisait tout son bazar dans le vide. Voilà, c'était quand même extrêmement complexe. Extrêmement complexe. Mais ne sois pas jaloux. Champion François, un jour on parlera de toi. Tu es un champion, champion de Pluton, tu es un champion. Alors on va passer à vos questions maintenant, je suis sûr que vous en avez. Monsieur. J'avais 2 questions sur la planète Pluton. La première, j'ai entendu dire que le ciel de la surface de Pluton serait bleu, c'est-à-dire à cause de l'atmosphère. Est-ce que c'est vrai? Deuxièmement, si on était sur Pluton, quelle serait la luminosité qu'on aurait? Est-ce que c'est une impression d'éternel crépuscule ou est-ce qu'on voit bien la lumière? Alors il y a eu plein de questions là. Alors pour ce qui concerne l'atmosphère, c'est vrai qu'on ne l'a pas évoqué. Alors sur Pluton, il y a une atmosphère d'ailleurs que l'on voit sur les photos. Alors c'est une atmosphère d'azote, comme sur Terre, voilà celle-là, là. Mais qui est 100 000 fois plus fine en pression. Il y a à peu près la pression à la surface est 100 000 fois plus faible que sur Terre. Donc c'est une atmosphère très fine. S'il n'y avait que du gaz, on ne la verrait quasiment pas. Alors vous pouvez regarder donc l'image qui est toute noire avec écrit au-dessus en jaune atmosphère de Pluton. Donc une image toute noire avec le halo de l'atmosphère de Pluton. Alors si c'était que du gaz, on ne la verrait pratiquement pas. Mais il se trouve que c'est une atmosphère avec donc essentiellement de l'azote et un petit peu de méthane. Et le méthane... Le méthane, ouais. Ouais, du méthane, CH4, voilà. Et le méthane, dans ces conditions-là, comme sur Titan, comme sur Saturne, comme sur bien des corps, lorsqu'il est exposé au soleil, en particulier au rayonnement extrême ultraviolet,
ça casse les molécules de méthane. Les molécules de méthane sont cassées, CH2, CH3, ça forme des réactions chimiques, ça fait des polymères, en fait, donc des molécules de suie, si vous voulez, du plastique, ce que vous voulez, ce qu'on appelle des tolins dans notre jargon. Et donc ça fait des aérosols qui sont en suspension, avec des molécules très compliquées. Des mini-poussières. Ouais, des suies, ouais, tout à fait. Et alors elles sont très très petites, hein, moins d'un micromètre, et qui sont en suspension dans l'atmosphère. Et c'est pour ça qu'on voit ces brumes dans l'atmosphère, et en particulier on les voit très très bien quand on voit l'atmosphère à contre-jour. Ça favorise la vue de cette atmosphère-là, grâce à ces brumes-là. Alors c'est magnifique. En plus, on a eu la bonne surprise, alors, je veux dire, on avait prévu cela avec mon collègue, mon étudiant Tanguy Bertrand, que ces brumes s'étendent jusqu'à 200 km d'altitude, donc on les voit très bien. Et surtout, elles sont vues depuis le cône d'onde de Pluton, comme on voit là, elles sont bleutées, effectivement bleutées. Alors pourquoi bleutées? On a envie de dire que c'est comme sur Terre, alors pas tout à fait, parce que si vous étiez sur Terre au même endroit, vous verriez une atmosphère rouge. Ah. Parce que l'atmosphère est épaisse et les rayons, alors c'est un peu compliqué, hein, les rayons du Soleil sont déviés comme ça par la réfraction, et en même temps ils sont absorbés, le phénomène du soleil couchant qui est rouge, et puis finalement quand les rayons quittent l'atmosphère de la Terre pour aller donc dans le cône d'ombre, lorsqu'on est de l'autre côté par rapport au Soleil. Le cône d'ombre. Oui. Et ils sont rouges sur Terre, c'est pour ça par exemple quand il y a une éclipse de lune, vous avez déjà vu, la lune passe dans le cône d'ombre, elle est rouge, parce que c'est l'effet soleil couchant. Mais là on n'a pas cet effet-là parce que l'atmosphère est beaucoup plus fine, on n'a pas la réfraction, il reste juste la diffusion de ces fines particules. Et la diffusion des fines particules, c'est le même phénomène pour le coup, là on est d'accord, que ce qui fait que le ciel est bleu sur Terre. Donc c'est ce bleu-là qu'on voit, dans notre jargon technique ça s'appelle la diffusion Rayleigh. Et donc on voit cette brume bleue. Et c'est vrai que quand on est à la surface, on peut penser, quand on est côté nuit, le soleil est déjà couché, mais ici il éclaire encore les brumes, on les verra ces brumes. La preuve, c'est que quand on prend les images côté nuit qui ont été obtenues par New Horizons, on augmente énormément le contraste, on arrive à voir la topographie éclairée par les brumes au-dessus. Alors c'est faible, hein. Par contre maintenant, comment est la luminosité sur Pluton? Pluton donc, est à 30 fois la distance Terre-Soleil, 32 fois au moment du survol. Pour les physiciens en présence, la luminosité, le flux lumineux c'est au carré de la distance, donc ça fait à peu près 1000 fois plus faible que sur Terre. On va se dire, il va faire super sombre. Donc le soleil, vraiment la lumière serait 1000 fois moins intense que sur Terre. En termes d'intensité. Ouais. Mais l'œil est extrêmement sensible. Ce serait effectivement un peu comme un crépuscule, comme un jour sombre, mais pas. On verrait quand même quelque chose. C'est pas la nuit. C'est pas la nuit. Juste pour compléter, la pression de Pluton, c'est beaucoup moins d'un millième que la pression de Mars. La pression atmosphérique. Et la composition est très voisine de la composition de Titan. Et dernière remarque, les fameux tolins dont tu parles, c'est le rouge que vous avez sur les images. C'est ce qui tombe en pluie fine. Et c'est donc une des façons aussi de voir là où la surface est très ancienne. Elle est plus sombre, plus rouge, alors que, encore une fois, ce petit planum est très blanc, donc très récent, n'a pas été recouvert de tolins. Bonsoir. J'ai cru comprendre que la sonde Horizon avait encore une tonne d'informations à disposition et qu'elle envoyait toujours les informations, donc jusqu'à quand et est-ce que le meilleur est à venir? Alors oui, elle va mettre à peu près 1 an à tout transmettre parce qu'elle est très loin et donc elle transmet à un rythme qui est lent et qui est fonction de la disponibilité des grosses antennes des 70 mètres qui ne sont pas 100% dédiées à Pluton, à New Horizons je veux dire. Donc voilà, donc ça prend beaucoup de temps et il y a quoi? Il y a 1 téraoctet à peu près de volume. Il y a 20 gigas. Il y a 20 gigas. Oui, ça tiendrait sur une clé USB sans problème. Ah oui, alors peut-être décompressé, ça fait peut-être 1 téra, mais bon. Non, mais le résultat, c'est qu'effectivement, ça met 1 an. Et donc on n'a pas du tout la totalité actuellement, et notamment sur les petites lunes, il y en a une qui est relativement bien cartographiée, les autres, on n'a pas encore les images à haute résolution. Alors, on les aura pendant combien de temps, ces images pendant combien de temps est-ce qu'on va encore? C'est jusqu'en septembre de cette année, c'est ça à peu près? Ouais, on espère un peu plus vite maintenant, mais ça, à peu près ça. Ouais. Jusqu'en septembre, parce que finalement le débit est très faible, alors il ne faut pas qu'on soit trop pressé. Ah, c'est le bas débit, ouais. Mais il n'y a rien à faire, oui. Il y a juste à transmettre. Il y a juste à transmettre, dit Francis Roca. On a quand même pris, il y a quand même
il y a une notion de priorité, on peut choisir les images, etc. Donc on attend des bonnes choses, mais je dirais que j'espère que le meilleur est à venir, mais on a quand même déjà maintenant rapatrié tous ceux qu'on peut imaginer être vraiment formidables. Donc il reste quelques spectres, il reste des images très haute résolution de la caméra haute résolution Lori. On n'a pas encore... on a fait tout un ensemble, si vous prenez l'image de la première page et puis vous imaginez, on a des images très haute résolution qui couvrent tout le centre de l'image en biais. On en a récupéré qu'une partie de celle-là. Et puis il manque pas mal de spectres et de données dans ce qu'on appelle l'occultation radio, mais ça va venir. Mais je pense quand même que les découvertes les plus incroyables sont, je pense, déjà arrivées. Et j'espère me tromper. Vous nous avez dit que le CH4 était décomposé dans l'atmosphère de Pluton. Est-ce que ça aboutit à des composés organiques qui auraient pu se diffuser dans le système solaire? Alors, oui, ça aboutit à des composés organiques compliqués, des molécules tout à fait intéressantes. Il y en a, l'endroit où on voit ça de la manière la plus spectaculaire, c'est sur Titan, où on a, là pour le coup, si vous regardez une photo de Titan, vous voyez même pas la surface tellement elle est obscurcie par les brumes organiques dont on parlait à l'instant. Et ça fait des molécules très très compliquées. On essaie de simuler ça au laboratoire, notamment en France, et on arrive à des choses, molécules organiques très très assez fascinantes. Molécules organiques, c'est-à-dire qui comprend du carbone, hydrogène... Carbone, hydrogène, de l'azote. De l'azote. Et puis voilà, essentiellement tout ça, hydrogène, azote, et ça fait des choses assez... toutes sortes de molécules, on pourrait décrire, mais une chimie très riche. Alors c'est pas non plus des protéines, hein. Ça reste des molécules relativement simples, mais de grande taille, des polymères. Alors est-ce qu'elles se diffusent dans le système solaire? On ne peut pas dire ça, parce qu'elles tombent sur leur planète, elles n'ont pas vocation à se balader, pas plus que les grains de sable du Sahara vont se retrouver sur Mars. Voilà. Enfin, elles ont... Alors, allez-y, Francis Rocard. Oui, elles ont quand même vocation à quitter Pluton, puisque c'est les mêmes qu'on retrouve sur Charon. Et le Mordor de Charon, c'est les Tolins de Pluton. Peut-être. Peut-être, enfin, c'est ce qu'on pense. Et c'est ce qu'on appelle le Mordor. Qu'est-ce qu'on appelle le Mordor? C'est la partie sombre sur Charon. D'accord. Le On Mordor. a une Elle est image là. de Charon. Paul, elle est Oui, là. bien sûr, mais je la cherche pas. Donc, et Voilà, c'est l'hypothèse l'avant-dernière qui est image. retenue, C'est que, l'avant-dernière image. cette couleur vient des Tolins de Pluton. Donc il y a un phénomène d'échappement non seulement du gaz, mais ça on s'en doutait, mais également probablement des poussières qui vont jusqu'à Charon. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Pluton et Charon sont tous les deux phases loquées. Phase loquée. Phase loquée, ça veut dire qu'il y a une phase de Pluton qui voit Charon tout le temps. Une face, oui. Une face. Oui, oui. Et inversement, il y a une phase de Charon qui voit Ouais. Pluton tout le temps. L'autre ne voit Pluton jamais. C'est comme nous qui voyons une seule face de la Lune. C'est Sauf comme que nous là, qui voyons, là, mais c'est- nous, Voilà. nous, Mais on nous, n'est on pas, tourne. on n'est pas complètement phase loquée. Nous, on tourne encore. On n'est pas du Mais tout. dans peut-être 1 milliard d'années, on ne tournera plus. D'accord. On sera phase loquée avec des gens qui auront la chance de voir la Lune tout le temps et les autres qui ne verront la Lune jamais. Mais ça, D'accord. c'est pour Dans longtemps. dans- Dans longtemps. D'accord. Est-ce qu'on peut dire un mot de Charon justement? Alors c'est un système double finalement, ce Pluton et ce Charon. Il y en a un qui fait le... Plus qu'un système double. Oui, c'est une Ils planète binaire. tournent ensemble autour d'un point qui est central, qui se situe entre deux. Exactement. Hein, c'est pas comme... En fait, il y a ouais. 2 systèmes comme ça dans le système solaire. Oui, Il y a Terre-Lune et Pluton-Charon. d'accord. Il n'y en a pas 3, Ouais. il y en a 2. Et effectivement, c'est... Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que sur Mars aussi, il y a des lunes... Non, ce qui est extraordinaire, c'est la taille de la Lune par rapport à la planète. Ah, d'accord, c'est ça. Notre Lune fait, je crois, 1% de la masse de la planète, Terre. Oui. Et Pluton, je ne connais pas le chiffre, mais c'est énorme par Des rapport à la dizaines de masse de la pourcents. planète. Et il n'y a pas d'autre équivalent ailleurs. Si vous prenez la masse de l'Europe par rapport à Jupiter, c'est des 10 millièmes D'accord. de pourcent. Donc voilà, c'est un cas tout à fait unique de ce point de vue-là. Alors, monsieur parlait de matière organique. Tout à l'heure, François Forget, vous avez évoqué la possibilité qu'on ait un jour de l'eau liquide. Excusez-moi, mais je suis obligé de poser la question. On y pense tous, on s'intéresse tous à cette question de la vie dans l'univers.
On sait qu'elle a peut-être sur Mars, peut-être sur Europe, sur d'autres corps, évidemment. Alors là, sur Pluton, on est très loin du Soleil, de sources de chaleur, mais néanmoins, voilà, de l'eau liquide, de la matière organique. Est-ce qu'on pourrait avoir des molécules qu'on appellerait prébiotiques, c'est-à-dire que si le système avait pu poursuivre son action chimique, eh bien, on serait un jour arrivé à quelque chose qui aurait pu ressembler à la vie, ou est-ce que je délire complètement? Non, c'est pas un délire, parce que c'est vrai que quand on réfléchit, on se pose la question de la vie dans l'univers, parce que même les plus sérieux se la posent, parce que c'est vraiment intéressant. Et bien, rapidement, quand on essaie de réfléchir, qu'est-ce qu'il faut pour la vie, etc., pour la chimie, telle qu'on peut l'imaginer, bon, vous connaissez tous la réponse, généralement on se dit, le truc qui est vraiment nécessaire, c'est de l'eau liquide. Oui. Donc on a mentionné qu'il pourrait y avoir, il pourrait y avoir un océan d'eau liquide profondément sous la croûte de Pluton. Aujourd'hui encore. Oui, mais ce n'est pas tellement exceptionnel en fait, parce que tous ces corps glacés qui sont autour des autres, des planètes géantes en particulier, en partant de Jupiter, etc., beaucoup, on pense, ont sous une croûte de glace, bien sûr solide, ont un océan d'eau liquide en sandwich entre deux couches de glace ou entre un manteau rocheux et de la glace. Et c'est le cas même pour Titan, on évoque ça pour Ganymède, Callisto, etc. Alors, ok, c'est intéressant, est-ce que la vie, si vraiment la vie démarre n'importe où il y a de l'eau liquide, même dans le noir, même quand il n'y a rien à manger, pourquoi pas? Mais dans le genre, on va commencer par, je suis pas sûr qu'on va considérer comme Pluton l'endroit le plus intéressant pour rechercher la vie, mais dans le genre, les endroits les plus intéressants, ça reste quand même les endroits où par exemple la croûte de glace est plus fine, par exemple autour d'Europe, auquel on peut accéder l'eau. Europe c'est pareil, une couche de glace et un océan, mais là sous quelques kilomètres de glace, beaucoup plus facile, on voit une vraie activité, on pense qu'il y a un océan. Et où, alors un autre exemple, c'est un satellite de Saturne qui s'appelle Encelade, et là on pense qu'il y a une mer auprès du pôle sud, et qu'il y a des geysers qui en éruption régulièrement. Donc oui, ok, la glace, l'eau liquide souterraine pourrait être propice à la vie, mais Pluton est comme un endroit particulièrement compliqué pour étudier ça. Mais ce que vient de dire François, il y a 20 ans, on ne le disait pas. C'est-à-dire que maintenant, les modèles, effectivement, prédisent l'existence d'un océan liquide sous la glace, pratiquement dans beaucoup d'endroits. Donc, satellite galiléen, donc Europe, Ganymède, Callisto, Encelade, Titan, maintenant Pluton. Donc ça devient plutôt la règle que l'exception. Et je me suis dit, l'épaisseur de la glace sur Europe, c'est entre 20 et 200 km. Hein, donc c'est très compliqué. Moi, ce que je dis souvent, c'est que c'est plus simple de chercher la vie sur Mars. Même si elle n'existe plus aujourd'hui, on recherche une vie ancienne. Aller chercher la vie sur Europe, ça sera plus complexe. C'est plus loin, et puis qu'est-ce qu'on fait, comment on fait pour creuser ces 20 km de glace? Alors il y a peut-être des astuces, il y a peut-être des lacs à des profondeurs beaucoup moindres, puisque sur Europe, vous savez, il y a ces traînées très étonnantes. Donc on se demande s'il n'y a pas de l'eau liquide encore plus près de la surface que l'océan lui-même. Mais bon, tout ça, on a une mission en préparation qui s'appelle JUICE, mais voilà, elle part en 2022, elle va arriver en 2030, donc vous voyez, il faut être patient. Alors tout d'abord bonsoir, je tenais à parler de la photo de Charon que vous nous avez donnée. On aperçoit sur Charon une différence entre les deux hémisphères. On a un hémisphère nord plutôt rocheux je dirais, et un hémisphère sud complètement plat et recouvert de cratères. Quelle est votre théorie là-dessus? J'ai envie de répondre, et vous? Non, c'est un sujet. Alors cela dit, c'est pas exceptionnel, hein. Charon ressemble quand même un peu à des satellites de planètes géantes, etc. Bon, ma théorie, pour faire très simple, après il y a des subtilités, mais c'est que c'est un corps, là encore, quand on estime l'âge des surfaces, ce sont quand même des surfaces assez anciennes. On imagine que Charon est né d'un impact gigantesque entre deux corps. On pense qu'il y avait une espèce de proto-Pluton et un proto-Charon, vous imaginez, qui sont percutés il y a 4 milliards et demi d'années, ou 4,4, 4,3 milliards d'années, ou vraiment au début du système solaire. C'est là où c'est vraiment le plus probable. Donc ça fait tout un dame, des corps se sont accrétés en orbite l'un autour de l'autre, tout ça a été très chaud, et puis avec beaucoup de glace, et puis ça a fait, et quand tout ça s'est refroidi, il y a eu assez longtemps une activité géologique qui a créé, en particulier lors du refroidissement, ces espèces de failles, cette falaise qui est impressionnante. Vous voyez que la falaise que l'on voit au milieu de Charon fait plusieurs kilomètres, enfin la falaise, c'est un effet d'optique, hein. Enfin ce relief, le décroché de relief fait plusieurs kilomètres d'altitude, donc c'est quand même assez spectaculaire. Et puis derrière,
la théorie exacte, pourquoi il y a une partie qui semble différente de l'autre, etc. C'est vraiment du débat. Là, la question que vous posez, vous pouvez la poser dans un congrès scientifique maintenant aux gens de New Horizons, et ils vont répondre moi j'ai tel avis, c'est vraiment de la science en action. Mais c'est comme, on voit ça sur d'autres corps, donc il y a plusieurs théories possibles, c'est déjà répertorié. Quand on a vraiment une dichotomie comme ça entre plusieurs aspects. Voilà, je ne sais pas si Francis a envie d'ajouter quelque chose là-dessus. Tu as utilisé le mot dichotomie, c'est vrai que sur Mars il y a une forte dichotomie et c'est un sujet de débat. Entre l'hémisphère sud et nord aussi, Voilà, entre l'hémisphère sud et nord, et une différence d'altitude entre les deux hémisphères qui atteint 6 km. Donc l'origine de la dichotomie, ça fait beaucoup l'objet de débats. Là c'est vrai, ce qui est étonnant, c'est que l'hémisphère sud est lisse, quoique cratérisé, et l'hémisphère nord est complètement chahuté. Mais ce qui est assez intéressant aussi, c'est à droite, presque au limbe de cette photo, il y a des espèces de trous. Donc, est-ce que ce sont des cryovolcans? Et il y en a un qui est une espèce de montagne enfoncée dans un trou. La photo de Charon, c'est vraiment étonnant. Il y a une espèce de montagne enfoncée dans un trou qui est très mystérieuse, quoi. On ne sait pas très bien si c'est un gros bloc qui s'est enfoncé dans la glace. Bon, là je rigole, hein. C'est pas sérieux, mais c'est vrai que cette chose est assez curieuse, quoi. C'est ni un cratère, c'est pas une montagne, ou alors c'est une montagne qui est entourée de dépressions. Donc c'est très étonnant cette chose. Plus un énorme canyon qu'on voit pas sur cette image, mais qui était sur les images à moins bonne résolution qu'on avait auparavant, qui était extrêmement profond. Mais au moment où cette image a été prise, le canyon est derrière. Donc on ne le voit pas. Je voudrais faire une petite aparté, désolé si je vole le temps de questions, pour mentionner quelque chose qui est assez amusant à vivre quand on fait cette exploration. C'est comment on nomme. Quand on explore comme ça, quand on est explorateur, c'est assez amusant parce qu'on a le droit de nommer tout ce qu'on veut. Alors, pas exactement comme on veut, mais l'équipe a une certaine autorisation pour proposer des noms. Alors, ça s'est pas fait n'importe comment, il y a eu un site web qui a été créé avant le survol, où tous les gens de tout le monde pouvaient proposer des gammes de noms. Alors il y a plusieurs sortes de noms possibles, il fallait soit des noms liés au monde des ténèbres, alors pas seulement dans la mythologie, vous allez voir, ou alors des explorateurs ou des grandes missions d'exploration spatiale. C'est pour ça qu'on a par exemple cet endroit l'endroit le plus intéressant sur Pluton, donc c'est ce glacier qu'on appelle Sputnik Planum. Certains disent qu'il a une forme de cœur. Voilà, c'est la partie gauche du cœur. Oui, c'est la partie gauche du cœur. À soit dit en passant, Sputnik bien sûr c'est le premier satellite, c'est formidable, mais c'est quand même remarquable qu'une mission de la NASA ait nommé l'endroit le plus important du nom de Sputnik, qui avait quand même été forme d'échec pour la NASA il y a 50 ans. C'est vrai, bel effort. Et moi je sais d'où ça vient. Il y a des rebelles dans l'équipe. Et puis vous avez tout un ensemble de missions, qui ont des noms de... Et puis donc il y a des missions bien sûr américaines, pas mal des missions japonaises, etc. Il y a un petit bug qui est lié à nous, il n'y a pas tellement de missions européennes qui sont citées pour cartographier. Sinon il y a des noms d'explorateurs, des anciens collègues, planétologues qui sont morts il y a quelques années. Pour la France, on a Jacques-Yves Cousteau, qui a une montagne sur la droite au-dessus du cœur. Sur Pluton. On a une petite montagne qui s'appelle du nom de Jeanne Barret, qui connaît Jeanne Barret, c'est une Française, qui est la première femme qui a fait le tour du monde en bateau, dans un bateau à voile il y a longtemps, au XVIIIe siècle. Et puis voilà, il y a tout un ensemble de noms. Et ce qui est marrant, c'est que le monde des ténèbres, je vous ai dit, on prend des noms qui ne sont pas nécessairement liés à la mythologie classique, puisque effectivement, on a Balrog Makula, donc qui vient de Tolkien. On a Cthulhu, qui vient de Call of Cthulhu, c'est Lovecraft. Et ça, c'est pour Pluton. Pluton, c'est assez sérieux. Mais alors, sur Charon, l'équipe s'est plus amusée parce que là, elle a été vraiment cherchée dans le folklore actuel. Et donc, vous avez sur les différentes zones, alors, si vous regardez, j'aurais du mal à vous citer. Alors, on retourne sur la... Non, mais vous aurez du mal à voir. Alors, vous avez différentes zones. Vous avez la zone plutôt en bas, c'est la zone Star Trek. Vous avez le cratère Captain Kirk, Spock, vous avez tout ce qu'il faut. Un peu plus haut à gauche, vous avez la zone Star Wars avec le cratère Organa, Han Solo. Et puis encore au-dessus, vous avez une zone sur Alien, donc vous allez avoir Nostromo, Ripley. Ah bon, on en a parlé la dernière fois, on avait fait tout un mardi d'espace sur Alien. Formidable. Il y a un mois. Et donc voilà, vous avez été entendu l'importance de Alien. Alors c'est super de dire ça, je ne sais pas si ça va être retenu, effectivement la zone sombre. Oui, parce qu'il faut que ce soit vraiment validé par l'Union astronomique internationale. Voilà, l'espèce de Nations Unies des astronomes. Mais il faut qu'ils aient des bonnes raisons pour dire non. Alors s'ils disent oui, dans 500 ans, les futurs chercheurs qui étudieront Charon se diront mais qui c'était Captain Kirk? Ça va être marrant.
Mais ce qui est vrai pour nommer des reliefs sur une planète n'est pas vrai pour Curiosity qui nomme des roches sur Mars. Curiosity, c'est un rover c'est le rover qui roule actuellement roule sur sur Mars depuis bientôt 3 ans. Je veux dire par là que cette nomenclature n'a pas besoin d'être validée par l'UAI. Ah oui. Oui, ça c'est juste, c'est une affaire interne, on va dire. Au lieu de dire le 3e caillou en partant de la gauche, on lui donne un nom, c'est plus simple. Voilà, mais maintenant tout le monde utilise ce nom, mais c'est très différent d'une nomenclature vue depuis l'orbite d'un relief qui, elle, doit être validée par l'UAI. Alors la planète Pluton, à l'époque c'était considéré qu'une planète a été découverte je crois en 1930 si je ne me trompe pas. Et vous savez comment on a choisi le mot Pluton? Voilà. J'ai cru comprendre, en tout cas j'ai lu que c'était une petite fille, il y avait aussi eu un concours, c'est une petite fille qui a proposé ça, oui. Et que ça s'appelle Pluton parce qu'il faut des dieux grecs, ou romains en l'occurrence, et aussi parce que PL, les premières lettres, c'est les lettres de Percival Lowell, oui. Qui était le milliardaire qui a financé toute la recherche astronomique qui a permis qui a financé l'observatoire avec lequel Pluton a été trouvé. Ouais. Parce que Clyde Tombaugh a utilisé... Clyde Tombaugh, c'est le découvreur. Le découvreur a travaillé à l'observatoire de Flagstaff, qui était l'observatoire payé sur fonds privés par Percival Lowell, qui était un industriel. C'était l'homme des canaux martiens, pour ceux qui s'en souviennent, Percival Lowell. C'est lui qui pensait qu'il y avait des canaux. Il en avait vu 400. 400 canaux. Bien. Pour une illusion d'optique, c'était bien. Ouais. mais vous savez que l'histoire de la découverte de Pluton, c'est un petit peu la redite de l'histoire de Neptune, qui a été découverte par la plume de Leverrier, c'est-à-dire par les calculs de Leverrier, qui était le directeur de l'Observatoire de Paris à l'époque. Et les perturbations de l'orbite d'Uranus prédisaient Neptune. Et il a demandé à un astronome allemand d'aller observer dans telle région, et bingo, il a trouvé Neptune comme ça. Et après, ça a été recommencé. Ça, c'est fort, quand même. On s'est aperçu que l'orbite d'Uranus et l'orbite de Neptune étaient perturbées, et les calculs montraient qu'il devait y avoir une planète, quelque part, là où probablement Pluton se trouvait. Après des recherches très très longues, Clyde Tombaugh et d'autres, à l'époque, ils ont aussi cherché la planète X, et celle-là, ils n'ont jamais trouvé. Au moment où ils ont trouvé Pluton, ils se sont dit, ça y est, on a trouvé la cause de la perturbation de Neptune. Il a fallu attendre 78, date à laquelle... 1978, date à laquelle on découvre Charon. Et vous savez que c'est à partir du moment où on a une lune que l'on calcule précisément la masse de l'objet. Avant, on le faisait par l'albédo, mais il y avait des hypothèses. Et donc, avec la découverte de Pluton, de Charon, on confirmait ce qu'on pressentait déjà, c'est-à-dire que Pluton n'explique pas la perturbation de Neptune. Donc finalement... C'est le système Pluton-Charon qui l'explique, c'est ça? Du tout. Ah, même pas. Rien n'explique la perturbation de Neptune. Conclusion de l'histoire, on a trouvé Pluton par hasard. Par hasard, ouais, c'est ça. Et d'où toute une réflexion. Est-ce qu'il y a plein d'autres Plutons par ailleurs là-haut? C'est probable. Et c'est d'ailleurs comme ça que certaines personnes, dont Kuiper, on va en parler, parce que ce qu'on appelle la ceinture de Kuiper, c'est les objets transneptuniens, c'est-à-dire c'est tous les astéroïdes qui sont au-delà de Neptune. La petite histoire, j'ai vérifié sur Wikipédia, c'est qu'en fait Kuiper a prédit qu'il n'y avait pas de ceinture de Kuiper. Vous vous rendez compte de l'histoire? Et l'histoire a retenu que cette ceinture porte son nom. Oui, il faut bien que tu rappelles. C'est incroyable. La ceinture de Kuiper. Je viens de le dire. Oui. C'est les objets transneptuniens au-delà de Neptune. Non, donc, c'est la deuxième ceinture d'astéroïdes au-delà de Neptune. Oui. Aujourd'hui, on a un peu plus de 1000 objets détectés. On a Pluton qui fait partie de cette ceinture. Oui. Bien sûr. Aujourd'hui, on a un peu plus, j'ai le chiffre ici, on a un peu plus de 1000 objets détectés, tout dépend si on a plus les centaures, ou les centaures, c'est ceux qui sont entre Jupiter et Uranus. Et peu importe, il y a environ un gros millier d'objets qui aujourd'hui sont détectés, et on en détecte typiquement très peu par an. C'est très difficile. Pourquoi c'est très difficile? Parce que d'abord ils sont très peu lumineux, et en plus il faut être très patient. Parce qu'à l'inverse des astéroïdes qui ont été détectés en 1800, le premier date de 1800, ces objets défilent vite dans le ciel. Mais un objet de Kuiper qui fait un tour en 250 ans, comme Pluton, ouais. Vous devez attendre parfois quelques années pour avoir un tout petit déplacement dans le ciel,
et pour avoir un semblant de trajectoire. On a l'impression qu'ils se déplacent très lentement. Donc c'est un travail comment on dit, de bénédictin, c'est-à-dire qu'il faut être une patience terrible, c'est-à-dire qu'il faut faire des observations, et je pense qu'il y a beaucoup d'observations stockées, mais on attend de faire la deuxième, la troisième, pour arriver à confirmer que l'objet s'est déplacé, arriver à calculer quelques paramètres d'orbite, et on a aujourd'hui à peu près 1 millier d'objets. Mais, alors pour la petite histoire, Kuiper n'a pas prédit la ceinture, il a même prédit que la ceinture devait être vide. Mais à partir du moment où on a trouvé Pluton, on s'est dit qu'il doit y en avoir d'autres. Et l'argument était très simple, et d'ailleurs c'est une question qui à mon avis va ressortir avec New Horizons. L'argument était, au-delà de Neptune, ces chocs qui font que les planètes se forment par accrétion, ces chocs devaient être beaucoup moins importants. Parce que les objets sont beaucoup plus distants les uns des autres, et donc la probabilité de collision est plus faible. Donc c'est pour ça que Pluton a été déclassé, je vous le rappelle. Pluton a été déclassé parce que... Déclassé, ça veut dire... En tant que planète. On ne le considère plus comme une planète. Pluton est une planète naine. Ouais. Aujourd'hui, il y a 5 planètes naines. Pluton, Cérès, je ne les connais pas, excusez-moi. Oméa, Makemake et Eris. Il y en a 5. Et depuis 2006, c'est-à-dire date où Pluton a été déclassé, je crois qu'on en a toujours 5. Donc ce n'est pas un chiffre qui évolue très vite. Mais pourquoi Pluton a été déclassé? Parce qu'on n'avait pas de définition d'une planète. Ce qui s'est passé en 1800, ça a été la découverte des astéroïdes. Il a fallu 50 ans pour se dire non, tout ça c'est pas des planètes, on va appeler ça astéroïdes. Eh bien, à partir des années 2000, on a commencé à trouver des petits objets. Là, on a mis 6 ans à se dire... De la ceinture de Kuiper. Dans la ceinture de Kuiper. Donc, M. Brown avait 2 planètes à lui tout seul, un Américain. Il était content. Il était content parce qu'il n'y a pas beaucoup d'Américains qui ont des planètes. Justement, Clyde Tombaugh en était un. Et on a mis 6 ans à réaliser que on peut pas continuer comme ça. Donc l'UAI s'est réunie et la question qui a été posée à l'Union astronomique internationale, c'est donnez-moi une définition de ce qu'est une planète. Il n'y avait pas de définition. Et la définition, il y a eu 2 votes. Le premier n'a pas fonctionné. Il a fallu que l'Union astronomique internationale se réunisse une deuxième fois. Et là, le vote a été à main levée et à peu près unanime. Quelle est la définition d'une planète aujourd'hui? C'est un objet qui tourne autour du Soleil, comme la Terre et comme Pluton, Terre, qui est suffisamment gros pour être ronde. Comme la Terre et comme Pluton. Mais là, il y en a beaucoup, puisqu'il suffit d'avoir à peu près 500 km pour être sphérique. D'accord. Et le troisième critère, c'est d'avoir accrété tous les objets qui se trouvent au voisinage de son orbite. Accrété, c'est-à-dire absorber, si on peut dire, récupérer. Absorber. Mars a absorbé tout ce qu'il avait, Vénus aussi, la Terre aussi, mais Pluton n'a pas absorbé tout ce qu'il y avait sur son orbite. Puisque sur son orbite, il y a des milliers, voire davantage. Voilà. On en a un gros millier aujourd'hui, mais il y en a évidemment beaucoup plus. Et voilà. En fait, si Pluton n'a pas accrété ce qu'il trouvait autour d'elle, est-ce que c'est une question de masse qui n'est pas assez massive? C'est ça qui définit en fait une planète? Est-ce que le critère de masse se rentre en jeu? Alors, au début, dans le processus d'accrétion, la masse ne joue pas. C'est pas la gravité. C'est juste la probabilité de contact. Des petits grains qui se collent. Voilà, au début, c'est comme ça que les planétésimaux se forment. La gravité ne joue pas. La gravité joue à partir d'environ 1000 km de diamètre. En deçà, c'est pratiquement négligeable. Donc oui, à partir de 1000, il y a un effet de... Mais en gros, ce qui se passe au-delà de Neptune, l'espace est tellement grand que le processus n'est pas terminé. Et probablement, il ne se terminera jamais. Il a un temps de... C'est une espèce d'exponentielle qui est quand même de réduire infini. C'est-à-dire que, en gros, jamais les objets de Kuiper vont s'agglomérer en une planète. Ça n'arrivera jamais. Donc, ce n'est pas des planètes. Ou est-ce que de nombreuses comètes viennent de la ceinture de Kuiper? Oui. Oui, absolument. D'ailleurs, c'est comme ça que la ceinture du Kuiper a été pressentie. C'est que... alors, il faut revenir à l'origine des comètes. Il y a d'abord un dénommé M. Oort, qui était un astronome scandinave. Je ne sais plus exactement. Hollandais. Disons hollandais. Et ce M. Oort, il a fait... Bon, la Scandinavie va très loin, hein. Peu importe, oui, hollandais. Disons qu'il y a moins de 46 unités astronomiques entre la Scandinavie. Voilà. Ce monsieur Oort, il a fait des observations très simples. Il a étudié toutes les comètes non périodiques.
Et il a obtenu un résultat très simple, c'est que toutes ces comètes non périodiques ont des trajectoires paraboliques. À l'inverse d'hyperboliques. Alors, quelle est la différence? Alors, vous vous souvenez dans votre cours de terminale, en tous les cas en dynamique, une trajectoire parabolique, la vitesse à l'infini est nulle. La vitesse hyperbolique, la vitesse à l'infini n'est pas nulle. Ça veut dire que si vous avez une trajectoire hyperbolique, l'objet vient d'ailleurs. Il n'appartient pas au système solaire. Il vient du milieu interstellaire et il vient nous rendre visite et il repart. Ça, c'est une trajectoire hyperbolique. Une trajectoire parabolique, il ne quittera pas le système solaire. La vitesse à l'infini étant nulle, à un moment, il s'arrête. Et vous connaissez la loi des airs, quand vous êtes loin du Soleil, vous y restez énormément de temps. Donc statistiquement, les comètes non périodiques passent 99,99999% de leur temps dans le nuage de Oort. Mais comme elles sont sur une trajectoire parabolique, dans le temps, elles tombent. Et donc, M. Oort a prédit le nuage de Oort. Et ce nuage de Oort, il faut imaginer qu'il est à peu près à mi-chemin entre le Soleil et les étoiles proches. C'est 100 000 unités astronomiques. 100 000. Hein. Pluton, c'est 40, 30, 40. Là, on est à 100 000. Et au-dessus et en dessous. Et c'est une sphère. Oui. Bonne remarque, c'est une sphère. C'est pas un plan. C'est pas dans un plan. C'est pas un tore. C'est pas la bouée. C'est pas un pneu. Ouais. C'est pas un pneu. Et donc, on a prédit le nuage de Oort. Alors, ceci dit, parenthèse, les comètes faisant entre 1 et 10 km, on ne verra jamais, même avec le James Webb Space Telescope, une comète dans le nuage de Oort. Ça, c'est impossible. Le James Webb Space Telescope, c'est le successeur du Hubble. Le télescope Hubble, qui va être le grand télescope américain qui aura des performances. Autant le Hubble a eu pendant 20 ans des performances extraordinaires, avec le James Webb, on aura des performances en résolution. Bon, il y a aussi des extrêmement larges télescopes au sol, bon, c'est un autre sujet. N'espérons pas trouver les comètes dans le nuage de Oort. Alors après, il y a le problème, c'est qu'il n'y a pas que ces comètes-là. Et le problème, c'est les comètes du nuage de Oort, vous l'avez dit vous-même, viennent de partout. C'est une sphère. Et donc, or, il y a une famille de comètes qui, elles, ne sont pas dans la sphère, qui sont ce qu'on appelle les comètes, elles sont plutôt dans le plan de l'écliptique. Donc là, on est dans une ceinture, la bouée, et ça fait partie des prédictions théoriques de ce qu'il doit y avoir un réservoir de comètes dans la ceinture de Kuiper. Alors moi, je fais une petite remarque. On n'en a pas parlé, mais Nix, Hydra, Kerberos et le quatrième. Qui sont les lunes. Les 4 lunes, les 4 petites lunes de Pluton, finalement, ce sont des comètes. Ce sont des comètes, ces lunes. Bah ça, c'est plein de glace, ça a la taille d'une comète. Ouais. Simplement, c'est un objet qui est dans l'orbite de Pluton. Mais si cet objet vient nous voir, c'est exactement une comète. Donc, est-ce que ça voudrait dire que... Ah oui, c'est bien normal, puisqu'on est dans la ceinture de Kuiper, où il y a plein de comètes en devenir. Voilà. Après, il y a une question qu'on peut se poser, c'est pourquoi les comètes ne dépassent pas 100 km, alors que les astéroïdes, eux, dépassent largement en taille. Et bon, là, il faudrait demander à des dynamiciens, mais je pense qu'une des raisons, c'est que c'est plus facile de perturber. Vous savez que le grand perturbateur du système solaire, c'est Jupiter, qui fait 80% du job, Saturne faisant les 20% restants. C'est plus facile de perturber un objet léger qu'un objet lourd. Donc ça expliquerait que les petits objets tombent plus facilement pour devenir des comètes, entre 20 et 10 km typiquement, ou 30 ou 40, pas plus, alors que les gros objets comme Pluton, ou comme des objets de 100, il n'y a pas de comète qui dépasse 100 km, ça n'existe pas. Or, dans le tableau des comètes, on en a 3900, 873 exactement. Il n'y en a pas une, peut-être qu'il y en a une qui dépasse 100 km. Donc c'est très particulier les comètes, c'est des objets tout petits, extrêmement riches en glace, mais les objets de Kuiper comme Pluton sont aussi extrêmement riches en glace. Donc pourquoi on n'aurait pas des comètes de 500 km? Moi, c'est la question que je pose. On n'en observe pas. Si je me souviens bien, Neptune fait un tour en 160 ans à peu près, et Pluton en 240, donc il y a un rapport 3,5. Est-ce qu'on a une idée d'un phénomène qui aurait verrouillé Pluton par rapport à Neptune, au point de vue trajectoire par résonance ou quelque chose comme ça, ou est-ce que ça peut être une simple coïncidence? Oui, non, c'est jamais une coïncidence. Et ma deuxième question... Attendez, la deuxième question, on verra après. Mais les objets de Kuiper sont très grand nombre d'objets de Kuiper sont en résonance avec Neptune. Donc,
Ce qui est un peu paradoxal, c'est que les mécanismes de résonance, dans certains cas, stabilisent. C'est le cas ici. Par contre, vous avez ce qu'on appelle les lacunes de... J'ai oublié son nom, de Hirwood, comment il s'appelle, dans la ceinture principale. Dans la ceinture principale, c'est-à-dire entre Mars et Jupiter, vous avez des zones où il n'y a pas du tout d'astéroïdes. Zéro. Vous avez vraiment un trou de Kirkwood, voilà, j'ai trouvé son nom. Une lacune de Kirkwood. C'est-à-dire que si vous faisiez un graphique du nombre d'astéroïdes en fonction de la distance au Soleil, en prenant le rayon moyen, hein, on ne va pas s'embêter avec l'excentricité, vous avez des trous complets. Et là, les phénomènes de résonance sont instables. C'est-à-dire Jupiter, qui est le grand perturbateur, empêche un astéroïde d'être exactement en résonance avec Jupiter. Soit ça peut être résonance 1,5 ou 2/3, enfin bon, il y a des fractions, simples, on va dire. Et ça vous crée des trous. Par contre, au niveau de la ceinture de Kuiper, paradoxalement, ça stabilise. Et énormément des objets de Kuiper sont en résonance avec Neptune. Je ne sais pas si c'est pas 1/2 ou 2/3. Faites le rapport entre les deux périodes. L'un fait 2 tours pendant que l'un n'en fait qu'un. Voilà, il faudrait prendre une calculette. Les phénomènes gravitationnels qui font que voilà, c'est peut-être 2/3. On se synchronise, les corps se synchronisent les uns avec les autres. Ouais, je me souviens que c'était déjà dans l'astronomie populaire de Flammarion, c'est-à-dire les trous dans la zone entre Mars et Jupiter. Ah oui, c'est connu. On n'en a pas trouvé, il est probable qu'on n'en trouvera pas. Alors, deuxième. Non, mais on n'en trouve pas parce qu'il n'y en a pas. Oui, c'est ça. Voilà, c'est une observation. Hein. C'est pas. Il ne devait pas y en avoir. Oui. Deuxième chose, vous avez parlé de Cérès, je crois. Non oui, comme étant une planète naine au même titre que Pluton. Si je ne me trompe pas, c'est le premier astéroïde dans la série du 19e siècle, et qui a été d'ailleurs, je crois, trouvé le 1er janvier 1820, c'est-à-dire le premier jour du siècle. Oui. Et il se trouve que ça correspond à peu près comme dimension à Charon. Et je me demandais, est-ce qu'on a envisagé de faire une étude pour une sorte de tableau comparatif des deux, parce que c'est toujours intéressant de comparer des objets qui ont a priori la même taille, je suppose, pour un certain nombre de raisons. Et est-ce que ça peut avoir un intérêt ou est-ce que c'est juste une divagation de ma part? Alors, c'est pas tout à fait une divagation. D'une part, il y a des équipes qui... D'une part, on a comparé Pluton avec Triton. Triton étant un satellite de Neptune. Et quand vous reprenez les images de l'un et de l'autre, finalement... ça se ressemble un peu, sachant que un certain nombre des astéroïdes des planètes géantes sont des objets de Kuiper capturés. Ça s'appelle, dans la nomenclature, ça s'appelle des satellites irréguliers. Le Phobé, par exemple, au bout de Saturne, est un satellite totalement irrégulier. C'est un objet de Kuiper capturé par Saturne. D'ailleurs, si vous le regardez, il ressemble à une éponge. C'est vraiment étonnant, Phobé. Après, j'ai vu des scientifiques qui s'intéressent, qui comparent effectivement Cérès et Pluton, et qui se demandent si on n'a pas affaire à des objets du même type, ce qui voudrait dire que Cérès serait un objet de Kuiper qui serait... Vous savez que ça a quand même ça s'est beaucoup chahuté dans le système solaire. Il y a eu d'une part le grand TAC, qui est la formation de Jupiter qui dérive vers le Soleil et qui chahute toute la ceinture principale au point de l'épuiser à 99%. Ça, c'était quelques milliards d'années. Hein. Ça, c'est au tout début. Ouais, c'est ça. Donc, juste, Jupiter se forme 20 millions d'années après le début du système solaire, première à se former. Elle migre tout de suite et elle fout un gigantesque bordel dans la ceinture principale, ce qui explique pourquoi Mars est petite. Parce que Mars a perdu du matériau accrété. Et c'est, bon, après on pourrait discuter, mais c'est Saturne qui fait revenir Jupiter. Mais après, il y a un deuxième phénomène qui lui touche et qui s'est passé 700 millions d'années après le début, c'est ce qu'on appelle le grand bombardement tardif, qui a été prédit par l'analyse des échantillons lunaires vers 3-9 milliards d'années. C'est en fait une mise en résonance entre Jupiter et Saturne, parce que les deux migrants très lentement, à un moment, ils se sont mis en résonance, et là, ça a extrêmement bouleversé le système solaire, ça a expulsé Uranus et Neptune, et on pense même que une probabilité non négligeable serait que Uranus et Neptune soient inversés, c'est-à-dire que Neptune était plus près du Soleil et devenu plus loin, et surtout ça a déplété, comme on dit dans un mauvais français, la ceinture de Kuiper, là aussi de 90%.
Et c'est cette déplétion des objets de Kuiper qui sont venus bombarder la Lune, la Terre, Mars, et donc ce grand bombardement tardif qu'on connaît bien dans le système solaire interne. Et je ne sais plus pourquoi je dis tout ça, mais c'est intéressant. Chérie, tu me prends encore pour un toqué. Je pourrais vraiment partir, et pour de bon. Tous les deux, nous ne sommes pas phasloqués. Tu nous prends toujours pour Charon et Pluton. Pluton et Charon sont phasloqués, sont intérêts à se supporter. Alors que nous deux, plutôt disloqués, en faisant nos vies, on arrive à s'aimer. Il y a donc des milliers, peut-être, de Pluton ou davantage encore, sur la même orbite que Pluton. C'est ça l'image qu'il faut s'en faire. C'est l'une des raisons, comme a dit Francis Rogard, pour lesquelles on a déclassé Pluton, et Pluton n'est plus considéré comme une planète classique. Oui, en effet. Alors, c'est pas exactement la même orbite. Hein. C'est les mêmes gammes d'orbites, c'est au-delà de Neptune. Pluton est quand même la plus proche, la plus visible, la plus accessible. Ce qu'on peut dire là-dessus, c'est qu'effectivement, on a découvert un certain nombre de corps à partir des années 90, ce qu'a raconté Francis en détail, et en particulier un corps comme Eris fait quasiment la taille de Pluton. Avant New Horizons, d'ailleurs, on pensait qu'il était plus gros. Puis finalement, j'ai même vu qu'il avait quasiment la taille, mais il a une masse supérieure à Pluton, d'après ce que j'ai vu. C'est possible. Mais donc c'est ça qui avait déclenché tout ce que l'on a raconté, donc sur le fait qu'il y avait plusieurs corps, et on peut penser qu'il y a un très très grand nombre de corps, y compris de la taille de Pluton, très très loin. Enfin, en moins d'informations, effectivement, on arrive à faire des familles, etc. Mais il y a pas mal d'objets qui sont assez atypiques, avec des orbites très excentriques. Il y a tout un bestiaire d'objets difficiles à observer, assez intéressant. Je pourrais ajouter un point là-dessus, c'est que donc, parmi ces objets transneptuniens, ces objets de Kuiper, hein, c'est la même chose, il y en a un qui, donc la sonde New Horizons a été redirigée pour, sa mission n'est pas tout à fait terminée, et puis au mois d'octobre dernier, on a rallumé les moteurs pour la rediriger vers un objet, alors pas un très gros objet, un objet de 50 km de taille à peu près, qu'elle va survoler le 1er janvier 2019, et elle fera à nouveau un survol en mitraillant l'objet de photo. Alors ce sera moins spectaculaire que Pluton bien sûr, mais on continue l'exploration avec New Horizons de cet objet-là. C'est un objet qu'on suppose glacé et qui, s'il était envoyé vers le Soleil, deviendrait une comète, se chargerait d'une grande... En fait, la plupart... Oui, ça. Tous ces objets sont quand même très riches, ce qu'on appelle dans le jargon en volatile, c'est-à-dire des glaces qui passent qui se gazéifient, qui se subliment lorsqu'on s'approche du Soleil, y compris Pluton. Hein. Prenez Pluton, vous l'envoyez près du Soleil, ça fait une grosse comète, mais ça fait une belle comète. Vraiment. Et donc, et puis pour conclure cette question, ce point-là, c'est que quelque part, bien sûr, c'est l'objet d'un débat. C'est la découverte de tous ces objets qui a fait que Pluton n'était plus une planète. Alors ça a vexé beaucoup de gens culturellement. Oui. On est habitué à avoir 9 planètes, c'était simple. Et particulièrement aux États-Unis, beaucoup d'Américains ne sont pas d'accord avec cette idée qu'on a dégradé leur planète. C'est la planète découverte par un Américain. Alain n'est pas d'accord. La seule planète découverte par un Américain. Et c'est vrai qu'une partie de l'équipe New Horizons s'est vent debout contre cette décision. Et c'est vrai que quand on voit ce qu'est Pluton, on voit le système, la richesse du système avec ses petits satellites, ses gros satellites, le système climatique entre guillemets de Pluton, c'est un vrai monde, ce sont des mondes, donc ça mériterait d'une planète. Mais non, ça a été dégradé parce que c'est... Mais alors c'est quoi? Et votre position à vous, c'est quoi? Il fallait le dégrader ou il ne fallait pas le dégrader? Alors, ma position à moi, la première position, c'est que c'est pas très important. Pour moi, c'est assez cosmétique. Et non, mais c'est un peu comme si, alors j'utilise souvent cet exemple-là, c'est que si autrefois on avait appelé l'Australie un continent, et puis tout d'un coup, on dit bah non, c'est pas un continent, c'est une île au milieu de l'Océanie, je ne sais pas quoi. Alors bon, ok, mais ça change rien pour les kangourous, pour l'intérêt de la géologie fascinante de l'Australie. Donc, au premier ordre, moi, ça ne me fait pas grand-chose. Le deuxième ordre, c'est que finalement, c'est une forme, alors c'est ce que dit notre collègue André Braic, c'est une forme de promotion.
C'est-à-dire que Pluton est devenu, et d'autant plus avec New Horizons, New Horizons a découvert ce monde, et Pluton n'est pas seulement... Pendant longtemps, Pluton c'était un petit objet glacé, lointain, une anomalie. On avait les belles planètes, les petites, les planètes telluriques comme la Terre près du système, près du Soleil. Après les planètes géantes, etc. Et puis alors on avait un petit truc glacé au-delà avec une orbite bizarre. On pensait que c'était unique, c'était une anomalie. Mais en fait pas du tout. Maintenant c'est un objet qui est devenu l'ambassadeur d'une immense population d'origine, une troisième zone dans le système solaire. Qui est au-delà de Neptune. La première zone, c'est les planètes telluriques, Mercure, Vénus, voilà, Mars. Exactement. Ensuite, on a les grandes planètes gazeuses, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune. Et puis, voilà, ensuite, on a cette troisième population. Et pendant longtemps, il y avait Pluton, plus petit que la Lune, glacé. Bon. Mais en fait, non, c'est d'abord un monde formidable, un système fascinant, unique en plus, unique par plein d'aspects, le système des satellites, etc. Et puis le représentant de cette immense population. Donc c'est une promotion, disons-le, c'est devenu le chef d'une immense population, alors qu'avant c'était la dernière des planètes. Francis Rocard, les Américains, ils étaient furieux, non en 2006, quand l'Union astronomique internationale a pris sa décision. Oui, il y a eu quelques irréductibles qui ont essayé qui ont dit on reviendra l'année prochaine, on va inverser tout ça. Bon. Einstein en faisait partie, il était assez furieux. Ah bon? Et il y a eu des manifs. Alain Stern, c'est ça que j'avais dit? Alain Stern, ah oui, le responsable scientifique de New Horizons. Voilà. Et il faisait partie des irréductibles qui n'étaient pas contents du tout. Et, mais bon, François a dit c'est pas très grave, mais quand même, il fallait mettre un peu d'ordre dans tout ça. Encore une fois, en 1800, c'est le même problème. On a commencé à incrémenter. C'est-à-dire qu'il y avait plein de planètes tous les astéroïdes, c'était des planètes. Donc Cérès, Vesta, tout ça, on augmentait, on changeait de classe tous les jours, tous les ans il fallait changer les choses. Bon, et on a mis 50 ans à mettre de l'ordre dans tout ça. Là, ça a été un peu plus rapide, mais je crois que la situation est plus saine. Alors c'est vrai que Pluton est étonnant parce que un système binaire avec 4 petits satellites autour, plus une atmosphère, elle a tout d'une grande, comme on dit, elle a tout d'une planète. Mais il faut un critère, voilà. Donc le critère a été déterminé et je crois qu'il n'y a plus de contestation. Ce qu'il faut, c'est que ce critère fonctionne sur la durée. Petit détail, la définition ne s'applique pas aux exoplanètes. Il va falloir que l'UAI se penche à nouveau sur la question pour rédiger la définition d'une exoplanète. Parce qu'il semblerait qu'il faille rajouter peut-être des petits critères. J'avais lu, après bon voilà, je m'intéresse de plus en plus à l'astronomie, mais dans mes lectures, j'avais pu lire qu'une des raisons pour laquelle Pluton avait été aussi déclassé, c'est parce qu'en soi, elle n'avait pas son orbite propre, qu'elle croisait celle de Neptune. Je voulais savoir si c'était vraiment le cas. Et j'aurais une deuxième question après, savoir ce qu'on a pu apprendre sur les différentes lunes qui sont Kerberos, Styx, Hydra et Nix, il me semble. Alors non, c'est pas parce que l'orbite de Pluton croise celle de Neptune qu'elle est déclassée. Non, c'est la définition, c'est le fait que tous les objets dans cette zone au sens large, qui est grande d'ailleurs, l'espace est très grand, mais là-bas c'est encore plus grand que chez nous en termes de périmètre. Toute cette zone, ces objets ne se sont pas agglomérés en un objet unique. C'est ça qui fait que Pluton n'a pas le statut de planète propre, mais de planète nette. La deuxième question, c'était quoi? Je peux répondre si tu veux. Ah oui, les petites lunes. Alors les petites lunes, c'est très étonnant. Elles font typiquement entre une dizaine et une cinquantaine de kilomètres. Ce qui est très étonnant, c'est qu'il y en a qui sont très rouges, très sombres, et d'autres qui sont très blanches. Donc elles sont très différentes les unes par rapport aux autres. Et en plus, en termes de dynamique, alors là, c'est un peu du grand n'importe quoi. C'est-à-dire que chaque lune, sur les 4, il y en a 3 qui tournent. Aucune n'est phase loquée, là, pour le coup. Aucune n'est phase loquée, mais elles tournent toutes dans le bon sens, c'est-à-dire qu'elles roulent bien sur son orbite. Je ne sais pas si vous avez fait de musique avec ça. Ça va pas être simple. Sauf une, je ne sais plus laquelle. C'est Nix qui tourne dans l'autre sens. Bon, voilà. Donc, en fait, la dynamique de ces 4 petites lunes est un peu complexe. On pense que ce sont des débris du choc qui a créé Pluton et Charon.
et qui fait que ça n'a pas créé uniquement 2 objets principaux, mais également 4 petits satellites en plus. On va ajouter que bon, on a quand même vu qu'elles étaient assez brillantes toutes en fait, donc elles sont assez riches en glace. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une horlogerie assez fascinante, c'est que les 4 orbites sont très proches. Quand on fait la dynamique gravitationnelle, les calculs de gravité, on voit qu'elles sont aussi proches qu'elles pourraient être. Elles sont vraiment comme une fine horlogerie avec des résonances précises. Près les unes des autres, c'est ça? Alors elles sont en cercle concentrique, elles sont des orbites bien circulaires, mais que si on voulait en ajouter une au milieu, elle serait instable. Et puis en plus elles sont toutes en résonance les unes par rapport aux autres. En gros oui, il n'y a pas de place en termes de force gravitationnelle font que ça deviendrait instable. Et puis comme Francis a mentionné qu'elles tournaient pas, elles n'étaient pas loquées, et c'est quelque chose à souligner, tout simplement parce que toutes les lunes dans le système solaire, sauf peut-être, comment s'appelle-t-elle, Hyperion autour de Saturne. Toutes les autres lunes, sans exception, sont loquées par ces forces de gravité, ces forces de marée dont on a évoquées. Donc loquées, encore une fois, c'est le fait de présenter elles montrent toujours la même face. Comme la Lune avec la Terre. Voilà, parce que bon, on pourrait raconter la physique, mais c'est pas si simple d'ailleurs, mais en tout cas c'est très efficace. Et là, on a tout d'un coup 4 exceptions, c'est pas mal. Et donc ça donne vraiment quelque chose d'assez, un caractère assez atypique à ce système. Et alors pourquoi elles ne sont pas loquées? C'est pas évident en fait, parce qu'elles devraient Elles ont été capturées récemment. Exactement, peut-être alors capturées ou produites, enfin il y a tout un débat. Francis n'est pas d'accord, mais en tout cas il faudrait une raison. Et, elles sont pas sphériques, non? Elles sont pas sphériques. Ah non, mais à cette taille-là, vous pouvez voir, il y a une des planches qui les montre. C'est la dernière d'ailleurs, on les voit toutes les 4. Alors il y a quand même un truc, si vous voulez encore ajouter un petit peu de... On prolonge la question, elles sont pas sphériques et elles sont même, pour 2 d'entre elles, bon on le voit pas très bien pour Kerberos, mais Hydra, sur l'image là on le voit bien, mais Kerberos, si je faisais un zoom, vous le verriez mieux. On a l'impression qu'elles sont formées de 2 objets plus ou moins patatoïdes sphériques accolés. Comme Chury. Exactement, comme un peu comme Churyumov-Gerasimenko, la comète. Donc ça a l'air un truc, c'est peut-être assez classique. En tout cas, si c'est vrai que, enfin si on arrive à peu près confirmer avec les images qu'on recevra encore, qui sont à venir, que ce sont comme Chury, un peu 2 objets accolés qui sont collés par le passé, ça nous donne beaucoup d'informations sur leur origine, comment elles se sont formées, donc à suivre. Dans l'hypothèse de la capture, il ne faut pas oublier que, et ça, moi qui travaille dans le spatial, on en est très, très conscient, c'est que c'est très difficile de capturer. Parce que si vous survolez une planète, votre vitesse à l'infini au début, au moment où vous arrivez, sera la même après le survol, par rapport à la planète. Ce qui n'est pas contradictoire avec l'assistance gravitationnelle. Bon. En d'autres termes, vous ne capturez pas. C'est-à-dire, pour capturer, il faut perdre de la vitesse. Et une des techniques pour perdre de la vitesse, c'est l'aérocapture, c'est passer dans l'atmosphère de la planète. Et être freiné par le À ce frottement moment-là, ça dans vous freine. l'atmosphère. Ouais. C'est bien, mais les lois de Kepler vous disent qu'après vous allez repasser au même endroit, donc vous allez repasser dans l'atmosphère. Ah oui. Et là, c'est une catastrophe, c'est-à-dire qu'à la fin, vous allez vous écraser. D'accord. Donc il faut, quand on a étudié l'aérocapture au CNES, il faut 1, passer dans l'atmosphère, et 2, à la poastre, Au plus loin. allumer un petit moteur pour ne pas repasser une deuxième fois. Sinon, ça se passe très mal. Donc c'est très compliqué de capturer. En fait, il faut 3 corps. Avec 3 corps, on arrive dans des cas très compliqués. Déjà, le calcul à 3 corps, c'est compliqué. On a 3 corps là, on a Pluton, on a Charon et on a la Lune. Peut-être. Mais la Lune, oui, il n'y a aucune raison que les 4 soient dans le même plan. Vous ne capturez pas 4 objets dans le même plan. Donc on a 4 lunes qui sont dans le même plan. Mais tous les 5 sont dans le même plan. Les 5 sont dans le même plan. Donc ça semble indiquer que l'origine est commune. C'est le fameux impact qui a créé Pluton, Charon et 4 débris en fait. Ce sont 4 débris. D'accord. Est-ce qu'on pourrait penser du coup que nous sommes arrivés à la fin de notre système solaire pour cette petite planète et un comportement aussi peu commun par rapport aux autres planètes? Est-ce qu'on pourrait penser qu'on arrive à la fin de notre système solaire et puis qu'on commence à rencontrer le prochain système solaire? On est encore loin de tout ça. Oui, les échelles sont... Non, on est encore dans la banlieue proche là. Hein. Oui, on est à 30 fois la distance Terre-Soleil. On trouve des objets jusqu'à, aussi loin qu'on puisse voir, jusqu'à 100 unités astronomiques, etc.
Après, ça continue. Ils font partie de notre système absolument. Solaire. Et comme l'a évoqué Francis, mais on peut le répéter, tout indique, même si on ne les voit pas, tout indique qu'il y a des corps jusqu'à quasiment, on va dire comme ça, 2 années-lumière, c'est-à-dire à mi-distance entre nous et les étoiles les plus proches, vous savez, Alpha du Centaure, Proxima, etc. Toutes les étoiles qu'on a. Donc en fait, la vraie limite de notre système solaire en termes de corps, c'est plutôt à mi-distance avec l'autre étoile, c'est donc ce fameux nuage de Oort qui contient des milliards d'objets glacés quand même en orbite autour du Soleil, très lentement. Donc c'est plutôt ça. Donc là, on est très très loin de la limite là. On est des milliers de fois plus proche de la limite de la sphère d'influence du Soleil. On en est loin encore. Oui. Francis Requin, vous avez dit tout à l'heure que c'était très difficile qu'il y ait une capture naturelle d'un objet. Par contre, je croyais que les Phobos et Deimos, les satellites de Mars, avaient été déjà plus capturés. Alors, aujourd'hui, c'est un grand point d'interrogation. L'origine de Phobos et Deimos, il y a plusieurs hypothèses. Il y a l'hypothèse de la capture, mais c'est une hypothèse qui n'est pas du tout évidente. Vous savez que les calculs récents montrent que Phobos va s'écraser dans 10 ou 20 millions d'années. Donc ça pose aussi un autre problème. Non, en fait, l'origine de Phobos et Deimos, c'est une inconnue. Et ça peut être le résultat d'un impact géant sur Mars qui, comme ça s'est fait autour de la Terre, s'est réaggloméré sous forme de 2 lunes. L'une s'appelle Phobos, l'autre s'appelle Deimos. L'une se rapproche de Mars et va s'écraser, l'autre s'éloigne. Voilà. En gros, mais on ne sait pas. Tant qu'on n'a pas des échantillons de Phobos, il y a pas mal de missions en préparation, peut-être en Europe, peut-être au Japon, peut-être en Chine. Enfin, il y a pas mal de pays qui souhaiteraient faire un retour d'échantillon de Phobos parce que c'est beaucoup plus simple qu'un retour d'échantillon de Mars. Et en plus, cerise sur le gâteau, on pourrait avoir des échantillons de Mars sur Phobos. Donc on pourrait faire d'une pierre deux coups. Donc, non, mais c'est effectivement, et l'un des objectifs, c'est de connaître l'origine de Phobos. Tout à l'heure, vous nous avez parlé de la difficulté de se mettre en orbite ou voire même d'atterrir sur Pluton. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose d'envisageable ou est-ce qu'il me semble que déjà c'était un satellite assez léger avec une fusée assez puissante? Oui, c'est très difficile pour donner une image. Bon là, on a fait un tir. La mission New Horizons, le principe de base, c'était de mettre une petite sonde spatiale de 500 kg sur une grosse fusée qui était capable de mettre 20 tonnes en orbite. Donc, parce qu'on a profité de l'énergie pour accélérer. C'était la plus grosse disponible. C'est le plus gros lanceur disponible, Atlas 5. Voilà. Atlas 551. Atlas la version la plus lourde. Sa version la plus lourde. Donc on a accéléré, donc on est arrivé très vite. Mais ça met quand même 9 ans et demi. Alors je l'ai dit tout à l'heure, on a survolé, on est passé près de Pluton à la vitesse de 14 km par seconde, et c'est vraiment très rapide. Je crois que ça fait 50 000 km/h. Oui, mais une bonne image, si vous vous souvenez peut-être certains qui ont fait un peu de science, vous savez que la vitesse de libération de la Terre pour partir très loin, c'est 11 km par seconde. C'est-à-dire, et vous savez, tout le monde sait que pour aller très loin, il faut une grosse fusée. Donc, si on avait voulu faire le même changement de vitesse, il aurait fallu que New Horizons arrive avec une grosse fusée de plusieurs dizaines de tonnes pour freiner et se mettre en orbite. Vous voyez que c'était impossible, elle faisait 500 kg, c'était absolument impossible de freiner pour se mettre en orbite. C'est-à-dire qu'en fait, il faut lancer une fusée dans l'espace qui va pouvoir freiner, à l'envers, si je peux dire, pour pouvoir un jour se mettre en orbite. Voilà, alors en l'occurrence là, en arrivant à 14 km/s, il aurait fallu une fusée vraiment énorme, un Soyuz ou un truc comme ça. Mais bon, on aurait pu aussi arriver à une vitesse plus réduite. C'est par exemple ce qu'on a fait, si vous réfléchissez, avec la comète, justement avec Rosetta, qui a rejoint la comète Churyumov-Gerasimenko, qu'il n'a pas croisée à des très grandes vitesses comme ça a été le cas auparavant. Et pour cela, il a fallu faire une orbite compliquée et rejoindre, et ça a pris beaucoup de temps. Donc en l'occurrence, si on va faire la même chose sur Pluton, si on va faire la même chose sur Pluton, il va falloir 100 ans. Donc 100 ans, ah oui. Pour faire la même chose que le Chury, il faut 100 ans. Ouais, c'est un ordre de grandeur. Loin finalement. J'ai pas dit 105,3 ans, mais c'est une centaine d'années quoi. Et donc ça non plus, on n'a pas envie de le faire. Donc comment se poser sur Pluton ou se mettre en orbite autour de Pluton?
c'est quand même un vrai problème et il va falloir trouver des moteurs fusées plus efficaces que ce qu'on a actuellement. Sinon, je ne vois pas comment on peut faire. Soit il faut être extrêmement patient, soit il faut envoyer au départ un énorme vaisseau spatial. Donc, Rocard, vous êtes le patron au CNES, donc de la principale puissance spatiale européenne. Du monde. Européenne. Est-ce qu'on a des idées là, est-ce qu'on a des envies d'aller voir Pluton avec des moyens européens? Ou est-ce que c'est inenvisageable? Non, on n'y pense pas. Tout simplement pour une bonne raison, c'est qu'on n'a pas la technologie nucléaire. Il faut un RTG, qui veut dire radioisotopique thermoélectronique générateur. C'est pas un réacteur nucléaire, c'est une pile. Ça crache 150 watts, entre 100 et 200, je ne sais plus exactement. Donc en fait, c'est du plutonium. C'est du plutonium. Et on utilise la chaleur produite par le plutonium. C'est l'effet thermoélectronique, pour ceux qui ont fait de la physique de première S, avec un fil qui est du cuivre, mais l'autre qui n'est pas, qui est un semi-conducteur. Et vous en mettez un sur la source chaude, un sur le satellite, et les deux fils sur la batterie, ça charge la batterie. Là, ça c'est pour avoir de l'énergie à bord. L'électricité, Voilà. donc ça ne fait parce pas de propulsion. Les panneaux solaires ne marchent pas parce qu'on est trop loin. Quoi. Ben non, c'est comme on l'a dit tout à l'heure, c'est en carré, et on a en termes de luminosité un facteur 1000. Donc, il faudrait des panneaux 1000 fois plus grands que sur Terre. Voilà, il faudrait des panneaux de 1000 fois plus grands que sur Terre. Ceci dit, on arrive maintenant, et Juno, qui est une mission américaine, va arriver cet été en orbite autour de Jupiter. Première mission à Jupiter avec des panneaux solaires. Ah oui. Le record est battu. On n'est jamais allé aussi loin avec des panneaux solaires parce que les panneaux solaires ont fait des progrès et parce que c'est une petite sonde stabilisée par spin et avec quand même des grands panneaux solaires. Mais c'est inimaginable au niveau de Pluton, même pas à mon avis au niveau de Saturne. Donc il faut la technologie nucléaire. Mais non, François l'a bien résumé, pour un orbiteur, c'est pratiquement une centaine d'années parce qu'il faut emmener les ergols pour se mettre en orbite. Les ergols, c'est le carburant. Le carburant. Donc, et l'hypothèse qu'il a soulevée d'emmener une fusée de type Atlas, évidemment, ne tient pas la route. Donc, il faut arriver très lentement. Ouais. Donc, on met une centaine d'années. En d'autres termes, j'ai peur qu'on ne retourne pas à Pluton de sitôt. D'accord. On a d'autres projets, hein, vous inquiétez pas. Oui, notamment Uranus. Notamment Uranus, parce que Uranus, il y a Uranus et Neptune, mais vous savez qu'on a fait 15 survols d'Uranus avec Voyager 2, et alors qu'on a bien étudié Jupiter, bien étudié Saturne avec Cassini, maintenant il y a une certaine logique dans les 20 ans qui viennent de faire un orbiteur d'Uranus, avec peut-être un engin qui se pose sur... Ah ouais, carrément. On verra. Ouais. Ah, pas mal. Ça me plaît. J'ai une petite question sur les futurs télescopes. Comment verra-t-on Pluton avec ces futurs télescopes? Quelques pixels ou un peu plus? Et pour les autres objets transcontinents, jusqu'à quelle distance pourrait-on envisager de les distinguer? Alors, c'est une bonne question. Est-ce que vous permettez que je vous interrompe, François Forget? Je voudrais qu'on regarde la deuxième image qui vous est présentée là dans le petit livret. C'est cette image-là, ça s'appelle Pluton avant 2015. Pluton avant 2015. Qu'est-ce que c'est que cette image, François Forget? Alors c'est effectivement le système Pluton-Charon vu par le Hubble Space Telescope. C'est à peu près la meilleure image qu'on peut avoir depuis la Terre, ou du voisinage de la Terre. Et l'image non traitée est vraiment, vous voyez, un peu pauvre, il y a quelques pixels. Alors évidemment les astronautes... Donc avant 2015, c'est de ça qu'on disposait, du point de vue optique. On pouvait améliorer, raffiner un peu l'image, mais brut, c'était ça qu'on avait. Brut, c'était ça. En raffinant, on arrivait à des choses pas si mal, et on s'en rend compte maintenant. On se rend compte que les systèmes de traitement d'image, vous imaginez, on prend les pixels, puis on cumule avec des méthodes statistiques les différents pixels. On arrivait à faire une carte de Pluton, et maintenant qu'on a les images réelles, on se rend compte que c'était pas très mauvais. Finalement, c'était pas la peine d'y aller, quoi. Non, c'était pas mauvais à l'échelle de 200 km, quoi, ou de 400 km. Évidemment, maintenant, on a des tailles de 40 mètres. Ça n'a rien à voir. Et puis, on avait même utilisé, pour les amateurs d'astronomie, une méthode assez formidable au début des années 90. Il se trouvait qu'à ce moment-là, on a vu le système Pluton-Charon par la tranche. Donc, pendant plusieurs mois, Charon passait devant Pluton. Ça a été parfaitement modélisé et on pouvait mesurer la courbe de lumière. Et donc, comme on savait où était Pluton, où était Charon, on voyait la courbe de lumière se baisser, etc. On a pu faire
Vous imaginez, on a des informations, c'est une espèce d'énorme équation à n inconnue, etc. On a tout résolu et on a fait une carte de Pluton. Et bien, cette carte de Pluton, elle est très très bonne. Elle représente pas mal ce qu'on a vu, même si la saison a changé. Donc c'est très amusant dans l'histoire de l'astronomie. Et c'est là où je vais répondre à la question. On a des télescopes qui font aujourd'hui 10 mètres de diamètre sur Terre. On va vers des télescopes de plusieurs dizaines de mètres de diamètre. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut en attendre? Est-ce qu'on verra mieux Pluton? Alors, c'est vraiment une bonne question parce que finalement ça nous donne l'occasion de parler de comment on explore une planète à des telles distances. Alors oui, on peut faire des images, mais il faut reconnaître qu'on ne voit pas grand-chose. Avec le James Webb Space Telescope, bien sûr, on aura une résolution peut-être 10 fois supérieure, mais ce ne sera pas formidable quand même. Mais ce n'est pas comme ça qu'on va vraiment suivre et continuer à étudier Pluton. On va utiliser d'autres méthodes qu'on avait déjà utilisées avant de venir. On avait déjà appris pas mal de choses. Les méthodes, bien sûr, c'est d'abord ce qu'on appelle la spectroscopie. Donc on fait des spectres, on regarde finement les couleurs de Pluton, et en la voyant tourner, etc., on peut remonter et cartographier, en tout cas quantifier la répartition des glaces à la surface, parce qu'elles ont des signatures spectrales très spécifiques. On a un spécialiste d'ailleurs de ça en France, c'est Bernard Schmitt à Grenoble. Et donc on peut comme ça évaluer la répartition entre les glaces d'azote, de méthane, ce dont on a parlé tout à l'heure. On peut aussi faire la même chose dans l'atmosphère. On peut essayer de remonter à la quantité de différents gaz dans l'atmosphère, parce que alors, on n'arrive pas à résoudre, on ne peut pas cartographier Pluton, mais on peut avoir une très bonne information sur qu'est-ce qu'il y a dans l'atmosphère grâce à ces spectres. Et on le fera d'autant mieux avec un gros télescope. Les meilleures mesures qui ont été faites, par exemple, sur la composition de l'atmosphère, ont été faites avec le Very Large Telescope au Chili, qui fait 8 mètres, et par notre collègue Emmanuel Lelouch, qui est vraiment la référence à l'Observatoire de Meudon. Et voilà, en utilisant un télescope de 8 mètres. Donc c'est à ça que ça sert plus. On profite de la grosse taille du télescope pour avoir plus de lumière, de photons, plutôt que de résoudre le Pluton. Et puis enfin, on va continuer à l'observer avec une méthode assez astucieuse qui nous a beaucoup donné d'informations sur Pluton, en fait, avant même que New Horizons arrive. On profite du fait que de temps en temps, Pluton, vu depuis la Terre, passe devant une étoile. En réalité, c'est la Terre qui bouge le plus vite, donc bref, le tout se retrouve aligné. Et quand elle passe devant une étoile, l'étoile se couche derrière Pluton, puis se relève, et ce faisant, elle passe dans l'atmosphère. Donc on mesure la courbe de lumière, on voit l'étoile qui disparaît, qui est cachée, puis qui réapparaît. Et la vitesse à laquelle elle disparaît, les petites oscillations de lumière qui se passent, c'est la signature de l'atmosphère de Pluton. Et en faisant cela, donc ce qu'on appelle les occultations stellaires, on a pu prédire avec une grande précision les propriétés de l'atmosphère de Pluton. Et New Horizons a plutôt confirmé, en tout cas pour la basse atmosphère, ce qui avait été observé. Et on va continuer à faire cela. Juste ce qui est dommage, c'est que j'ai pas l'image avec moi, mais comment on a fait pour découvrir Nix, Hydra, Kerberos et autres? Vous prenez une image de Pluton Charon avec le Hubble Space Telescope, en gros vous avez ça. Donc ça va pas du tout. Et qu'est-ce qui a été fait? En fait, vous prenez deux images successives et vous faites la soustraction l'une par l'autre. Le gros intérêt, c'est que tout le signal se soustrait bien, sauf ce qui a bougé. Et ce qui a bougé, c'est Nix qui a un peu tourné. Et par la soustraction, vous augmentez par un facteur 1000 la sensibilité de la mesure. Et ensuite, vous regardez les points qui apparaissent en blanc sur la soustraction. Et vous vérifiez que ces points suivent la loi de Kepler. C'est-à-dire qu'ils tournent bien autour de Pluton. Et c'est comme ça qu'on a trouvé les 4. Mais ça a été compliqué, parce qu'en 2005, on a trouvé 2. Et en 2012, les 2 autres. Donc ça ne s'est pas fait facilement. Le programme New Horizons, est-ce qu'il arrive à terme suite on renvoie toutes les images en septembre prochain, ou est-ce qu'il continue sur d'autres nouvelles frontières? Alors, c'est ce que je vais pas aller. On a déjà parlé un peu tout à l'heure, donc au mois d'octobre, on a rallumé les moteurs pour rediriger la sonde vers un objet qui n'a pas encore de nom. On va faire un concours, donc participer pour nommer l'objet qui s'appelle UA, je ne sais plus combien maintenant. 2014 MU69. Voilà. 2014 MU69. Et donc ce sera survolé donc, le 1er janvier 2019. Pour l'anecdote, parce qu'on est bavard et puis il faut. Pour l'anecdote, c'était très intéressant à suivre depuis l'équipe New Horizons parce qu'en fait, il y avait différents chercheurs, en particulier quelqu'un qui s'appelle John Spencer, qui était en charge de trouver un objet accessible par New Horizons. Pour cela, il a eu accès à des énormes télescopes au Chili, les systèmes Gemini, etc. Impossible de trouver un objet qui serait dans le cône
qui serait possible, accessible à New Horizons au bout de quelques années après le survol de Pluton. Et donc en juin 2014, c'était un peu la panique. Parce qu'on ne savait pas trop comment réorienter New Horizons, que faire. À ce moment-là, il y a eu une demande officielle de l'équipe New Horizons. Il a été dit, bon, il faut qu'on utilise, il faut qu'on trouve un objet. Donc c'était quand même un problème interne à la NASA. On va utiliser Hubble. Donc on a été demandé des centaines et des centaines d'heures sur Hubble, ce qui était absolument atypique. Et heureusement, au bout de quelques mois d'observation, enfin quelques centaines d'heures d'observation, on a pu trouver 2 objets et on a choisi celui-ci au mois d'août dernier. Et encore l'anecdote dans l'anecdote, la manière dont la NASA a fonctionné, elle a dit très bien, on va d'abord vous donner une vingtaine d'heures d'observation et pendant ces 20 heures, vous devez démontrer que vous êtes capable de trouver des nouveaux objets, même s'ils ne sont pas accessibles à New Horizons. Si vous y arrivez, à telle date, vous aurez le droit à 180 heures supplémentaires. Ça a été l'enfer pour les astronomes parce ils n'ont pas dormi, il fallait qu'ils trouvent, Et heureusement ils ont trouvé, les heures ont été données. Donc c'était marrant, voilà, je vous raconte de l'intérieur, c'était assez amusant à vivre. Surtout que donc John Spitzer qui est en charge de ça est quelqu'un de très très sympathique et adorable qui raconte ça. Enfin c'était une histoire marrante. Et donc bonne nouvelle, on a trouvé les objets et il ne reste plus qu'à le nommer et à le survoler. Oui, et ce qu'a pas dit François, c'est que le delta V, c'est-à-dire l'utilisation des moteurs pour aller faire ce survol, c'est pas grand-chose, c'est 57 mètres par seconde. Bon, vous allez me dire, il n'y a pas beaucoup d'ergols dans le New Horizon. C'est un piano tir de queue, c'est à peu près ça, c'est un petit 500 kg en masse, un petit 500 kg. Il y a très peu de réservoirs, donc, mais voilà, donc tout se passe bien. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer après? Peut-être qu'il y en aura un deuxième, on en parle, mais non, je dis non, ok, il n'y en aura pas de deuxième, on verra. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on sait ce qui s'est passé sur d'autres missions, ça s'appelle les Voyager, les pionniers. Donc la NASA va laisser ses missions en veille, mais ne va pas les arrêter définitivement, et donc il y aura toute cette idée de détecter la limite du système solaire, comme Voyager 1 l'a fait. D'ailleurs, c'est une 3e frontière pour la personne qui parlait de limite tout à l'heure. Là, c'est une frontière qui est extrêmement proche, on est une centaine d'unités astronomiques. Et en plus, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas une frontière, il y en a 3. Et là, je parle de la frontière entre l'influence du vent solaire et du vent stellaire qui vient du milieu interstellaire. On pourrait penser qu'il y a une frontière simple, non, elle est triple. Et Voyager 1 a franchi que la première. C'est-à-dire, ayant franchi, et en plus cette frontière bouge de temps en temps, Voyager 1 s'est rattrapé par la frontière, et quand la frontière est dépassée, ça veut dire que le milieu dans lequel il est n'est pas totalement interstellaire, mais il est déjà influencé par le milieu interstellaire. Et malheureusement, comme on va perdre Voyager 1 vers 2025, il est absolument exclu que Voyager 1 quitte totalement, passe la 3e frontière, qui est beaucoup plus loin, qui doit, je ne sais plus combien d'unités astronomiques, 200. Et bon, c'est dommage parce que c'est le seul objet qui aujourd'hui a la possibilité, mais New Horizons le fera également, de faire des mesures in situ dans le milieu interstellaire. Et ça, c'est donc l'extended mission de ces missions-là. Avant de finir ses peines à la Bolognaise, Francis Rocard a eu un bon mot tout neuf, très décontracté et surtout très à l'aise. Il a dit 2014 MU 69. C'est pas qu'une année érotique, quoi, finalement. Merci infiniment Francis Rocard et François Forget.